Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce lundi. On démarre cette semaine ensemble avec un Cameroun qui pose toujours autant de questions parce que les parano-suivistes des faucons dans les médias ont jeté la honte aux chiens. On assiste à une surenchère de propos sur ce grand dialogue national annoncé par le chef de l'État. On voit très bien que là encore, de nombreuses personnes jouent dans l'ombre pour que ce rendez-vous échoue et que le chef de l'État ne puisse pas bénéficier des dividendes d'une telle initiative parce que ces gens-là sont dans l'après-BIA. On voit très bien qu'il y a actuellement des manœuvres en coulisses qui veulent ainsi barrer la voie à une réussite de ce dialogue national. On parle également ce matin, madame, monsieur, de cette suspension du port de la robe et la non-fréquentation des tribunaux par les avocats du Cameroun, le barreau du Cameroun qui a dû maintenir ce mot d'ordre de grève. On voit très bien que les raisons évoquées frisent un tout petit peu le ridicule, mais ce que l'on retient à la fin, c'est que ce lundi 16 septembre 2019, les avocats vont observer ce mouvement de colère quant à leurs revendications. Il est quand même inadmissible que des policiers en soient à dire aux avocats qu'ils sont qui et à les mépriser comme on le voit au quotidien. Donc il est question que l'on s'arrête un temps soit peu pour remettre l'avocat au centre du jeu judiciaire au Cameroun, de remettre l'église au centre du village en ce qui concerne le système judiciaire camerounais. Cela est très très important pour tout le monde, madame, monsieur. On parle également de la Tunisie ce matin puisque la Tunisie donne des leçons au Cameroun. Hier, élection présidentielle dans ce pays-là et les résultats commencent à être connus. Au Cameroun, c'est pas le cas puisque lorsqu'on a une élection présidentielle au Cameroun, on doit attendre des jours et même des semaines pour avoir les résultats. Mais depuis hier soir en Tunisie, on sait quels seront les deux candidats qui s'affronteront au second tour avec évidemment Kaïs Saïed et Nabil Karoui. Nabil Karoui, qui, il faut le dire, est un homme d'affaires, magnat de médias, qui est actuellement en prison en Tunisie. On verra très bien si sa demande de libération est respectée par le système judiciaire tunisien. Ce qui est certain, c'est que le premier ministre tunisien, Chahed, a d'ores et déjà reconnu sa défaite, lui qui semblait vouloir se positionner comme étant l'héritier numéro 1 de BJKI SFC, décédé il y a quelques semaines et dont la femme est également décédée il y a quelques jours, madame, messieurs. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à chacun. Merci infiniment donc à vous de nous retrouver encore ce matin. Le plateau est en place comme chaque jour avec vous, monsieur Batchou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à Bernard Tchoutan, l'ancien lion indomptable qui s'est opposé fermement sur sa page Facebook à la convocation du fils aîné de Samuel Eto'o, fils Étienne Eto'o, estimant que de plus en plus la tanière se comporte comme les NAM, où les fils des anciens se retrouvent à venir prendre la place. Il dit que lui, il a eu la chance. Les sons, Foué, Mila, Djanka Beaka, Oman Biyik, Soufo, ils ont eu la chance d'être pris dans les différents clubs de quartier. Il faudrait que ceux qui ont réussi en Europe restent là-bas. Permettez aux joueurs locaux de pouvoir réussir. Merci Bernard Tchoutan. Il fallait bien sûr sonner le tocsin avec cette affaire, même si lorsqu'on regarde la liste de Libye Thomas, il n'y a toujours pas de Étienne Eto'o à l'intérieur. On a vérifié la liste, donc il y a également une précision à faire de ce côté-là. On voit très bien que les parano-suivistes des faucons dans les médias ont jeté la honte aux chiens et continuent à entretenir finalement ces rumeurs-là. Voilà, monsieur Batchou Chalamel, qu'on va retrouver, madame, monsieur, à 10h42 pour sa colère quotidienne dans cette émission. Également sur le plateau, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Les salariés de Camerco exigent le paiement de leur salaire du mois de juillet, août et de septembre en cours parce qu'ils disent que s'ils travaillent dans ces conditions-là, ils mettraient la vie des passagers en danger.
Elle s'appelle bien Karine Sontia, hein, pas Charles Bachou. Voilà. Karine. Vous êtes bien Karine Sontia et pas Charles Arbel Bachou. Voilà, c'est connu pour tout le monde et par tous. Également sur le plateau ce matin, Bobok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Dialogue national, qui pour représenter le Grand Nord, c'est le titre à la une de tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Mais en fait, pourquoi cette question? Ou pourquoi je m'attarde sur cette question? Est-ce qu'on devrait encore être à ce niveau? Qui pour représenter le littoral? Qui pour représenter? Alors qu'on a des partis politiques légalisés, des syndicats légalisés, des ONG, autres associations, autres regroupements socio-professionnels. Voilà, si on en est encore là, ça veut dire que le Cameroun est loin, très loin encore, de faire l'ancrage du communautarisme dans notre pays. Ou alors, si vous voulez, en termes clairs, est-ce que le président du Renouveau n'a-t-il pas échoué lui-même pour le libéralisme communautaire? De quel développement, de quelle communauté a-t-il pu imprimer aujourd'hui? Voilà où on en est. Merci. Mais au moins, ça devrait également nous amener vers l'Assemblée constituante que tout le monde demande depuis les années 50 et qu'on veut toujours contourner. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai commencé par ces mots ce matin, les parano-suivistes des faucons dans les médias qui ont jeté la honte aux chiens. Alors, il faut clairement dire que l'Œil du Sahel ne fait pas cette une-là ex nihilo, puisque Guibaï Gatama, qui en est le directeur de publication, a commis un post sur sa page Facebook qui a fait le tour de la toile et qui a connu, on va le dire, une réprobation totale, puisqu'il essayait, lui, de démontrer que le Grand Nord est aujourd'hui marginalisé. Il a, par exemple, pris l'extrême Nord en termes de députés. Il a estimé que l'extrême Nord compte plus d'habitants que la région du Sud, par exemple, et que la région du Sud a plus de députés à l'Assemblée nationale que l'extrême Nord. Il a pris également des départements. Il estime que le Buy, par exemple, a plus de députés que le Diamaré. Et il a également comparé les chiffres des habitants de ces différents départements. Donc, ça a sonné, on va le dire comme ça, une réprobation totale parce qu'on estime que ce type de repli-là n'est pas acceptable en ces temps de grave crise pour ce pays-là. Guibaï Gatama, qui est un aîné qu'on connaît bien, qu'on respecte, mais pour le coup, beaucoup estiment que cette sortie-là n'est pas très bien inspirée, en tout cas. Donc, merci Benga de nous rappeler cela. C'est important que les gens comprennent que nous sommes dans une dynamique d'État-nation, une dynamique nationale, et pas que nous soyons toujours à faire ce repli communautaire qui ne nous donne pas beaucoup de choses depuis très longtemps. On va démarrer le programme de ce matin, mesdames, messieurs, avec la première articulation. Voici l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fopoussi, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Serge. Serge a 45 ans et il est marié depuis 9 ans avec Séraphine qui en a 39. L'année de son mariage, ou bien le jour de son mariage, le beau-frère de Serge lui a offert des papiers d'un terrain fait à son nom et à sa sœur, il a offert une voiture. Tout s'est bien passé et il y a 4 ans, avec ses économies, Serge a construit une maison sur ce terrain. Donc ça veut dire qu'il y a 4 ans, il est allé s'installer sur ce terrain-là. Sauf que la semaine dernière, son beau-frère a fait des placements d'argent où il a tout perdu, et son travail, et ses économies, et par-dessus le marché, son beau-frère s'est retrouvé avec une dette de 80 millions de francs CFA à une banque. Donc il doit 80 millions de francs CFA à une banque. Serge a voulu épauler son beau-frère. Il a pris la voiture que son beau avait achetée à sa femme, il a revendu et il est allé dans une tontine où il a fait un emprunt d'1 200 000. Ce qui fait qu'il avait en gros 3 700 000 francs qu'il a donné à son beau-frère pour qu'il aille avancer à la banque. Hier soir, son beau-frère arrive chez lui et il lui dit vraiment, il va falloir que tu partes d'ici, je veux vendre le terrain et la maison pour pouvoir payer mes dettes.
Serge lui a dit, ce n'est pas possible que je te donne le terrain, les papiers sont à mon nom, c'est un cadeau que tu nous as fait. Il a dit qu'il ne veut rien entendre. Serge a dit, ok, restitue-moi les 3 700 000 que je t'ai donné et tu me donnes l'argent que j'ai investi pour construire la maison et je libère pour pouvoir m'établir ailleurs. Le beau-frère dit que c'est hors de question. La femme de Serge, sa sœur, est allée voir son frère pour essayer de marchander et de comprendre. Il a mis sa sœur à la porte. Celle-ci est allée voir leur mère en disant à leur mère, vois ton fils, demande à ton fils de rembourser l'argent qu'on a investi sur le terrain et nous on va partir. La mère dit, vous ne partez pas. Aujourd'hui, Serge dit qu'il a fait les papiers au nom de son premier fils. Il aimerait donc savoir, est-ce qu'il doit laisser le terrain, bien que les papiers soient à son nom, ou bien il doit résister sur ce terrain-là? Alors, l'histoire de ce matin me permet de faire allusion à une affaire très grave. D'ailleurs, Boro Bengan est également au courant de cette affaire. Boro Bengan, notre ami commun, qui a connu à Bastos encore quelques jours de gros soucis. Et ça montre bien que dans ce pays, on est en train de dériver clairement vers une guerre foncière, vers un litige foncier. D'ailleurs, on va dire qu'il y a un terrain à Bastos qui est aujourd'hui, on va le dire, confisqué par une dame. La dame en question, tout le monde la connaît, qui se prévaut, on va le dire comme ça, de ses relations, de ses positions, de sa position dominante en termes d'argent, et qui a arraché le terrain d'un pauvre Camerounais à Bastos. Je ne vous donnerai pas son nom, mais actuellement, ce qui se passe, c'est que c'est très grave, puisque on est arrivé à ce que les gens passent outre une décision d'un tribunal administratif. Ouais. Et c'est terrible parce que quand on commence ainsi à mettre en mal la justice, à piétiner les zones de justice, on est clairement dans un pays qui est en train d'aller à volo. Et cette situation est encore plus grave parce que le monsieur en question menace de prendre son arme et d'aller tirer sur cette personne-là. Je le dis, c'est très important parce que pour ceux qui nous regardent ce matin à Yaoundé, doivent savoir qu'on alerte pour qu'on prenne des dispositions pour qu'on n'en soit pas demain à dire si j'avais su, est-ce que c'était quoi, ça commençait comment. Donc, c'est un élément fort de voir comment des gens ont puisé leurs économies, ont acquis des terres, ont investi sur des terres. Je rappelle même que d'ailleurs que le monsieur en question a investi la terre à Bastos et qu'il y a une diplomate sud-africaine qui loue cette bâtisse construite à Bastos. Mais on est venu un jour comme ça, on a tout détruit clairement parce que on dit avoir les forces de l'autre, le pays pour soi, le pays nous appartient, nous avons l'argent, on peut faire tout ce qu'il faut. Donc vraiment faisons attention, ça se passe à Bastos. Pour ceux qui veulent plus d'informations, peut-être Bobo Bengan va vous dire un mot là-dessus tout à l'heure, mais c'est quand même très très grave. Donc pour dire que nous sommes là dans un contexte où des gens aujourd'hui peuvent, comme ce beau-frère-là, venir menacer quelqu'un qui a un titre foncier sur un terrain sans avoir froid au dos. Il n'a même pas honte. Mais un terrain appartient à une tierce personne. Vous venez menacer au nom de quoi? On a fait un don à quelqu'un. Le titre foncier a été muté au nom de la personne. Donc désormais, le bien immobilier appartient à cette personne-là. D'où vient-il que l'on vienne aujourd'hui réclamer sur quelle base il réclame ça? Donc c'est pour dire que nous sommes dans un pays, on doit faire attention à des gens qui croient qu'ils peuvent piétiner nos lois et faire ce que bon leur semble. Alors bon, Bengan, je commence par vous. Peut-être aussi un mot sur cette affaire de notre ami commun. Non, je ne peux pas ne pas dire un mot dessus. Moi, je comprends pourquoi le professeur Charlemagne Messanga Nyamding parle souvent des faucons qui ont embrigadé l'État du Cameroun. Oui. Et comment vous pouvez imaginer qu'on puisse créer un incident diplomatique en piétinant les lois de son pays, précisément parce qu'on s'appelle tel, parce qu'on connaît une entrée par-ci ou une entrée par-là, parce qu'on connaît, on a les parapluies, les godasses, comme disait Dave Mortoy. Effectivement, c'est un problème. Et là, on interpelle également la justice. Nos magistrats doivent quand même essayer de voir
d'être juste, enfin, quand on dit justice, d'être juste et équitable. Bon, je pense que le comportement des avocats comme aujourd'hui pourra attirer leur attention dessus, parce que ce qui se passe est inimaginable. Et vous imaginez, c'est le mari d'un officier supérieur de l'armée camerounaise, c'est une lieutenant-colonel. Oui, tout à fait. Donc, son mari subit de telles injustices. Ça veut dire que les gens qui ont de l'argent peuvent piétiner même la tenue de l'armée camerounaise. Mais c'est terrible ce qui se passe là. Oui, oui, tout à fait. Et c'est comme s'il y a un acharnement sur lui. Je vais terminer par là parce que ça risque. Oui. Non seulement on vous brise votre couple, c'est-à-dire quelqu'un prend votre femme, il dit je prends aussi votre terrain. Voilà comment on dit. Et vous n'avez rien à dire. Oui. Donc voilà ce qui se passe à Yaoundé pour ce terrain-là que j'ai suivi de bout en bout. On vient, je prends ta femme, je brise ton foyer et je dis même le terrain où tu habitais, je vais l'arracher. Pas de moyen. Et il y a un truc quand même. Et voilà. Et on continue toujours à. Voilà, tout ça fait. Bon, il n'y a qu'au Cameroun que ça peut se faire. Mais c'est honteux pour notre pays. D'accord. C'est la même chose pour l'histoire du jour. Je pense qu'il y a 3 choses fondamentales à dire. La première, non. C'est Serge. Hein? Oui, Serge, non, on ne libère pas le terrain. Vous restez, vous résistez. Vous résistez. Première chose. Deuxième chose, c'est un conseil. Méfiez-vous lorsque vous restez dans votre belle famille. Vous savez, c'est très compliqué ces relations, mais c'est vrai, on sent que quelquefois, lorsque vous voulez prendre une fille en mariage et sa famille vous accueille, c'est difficile de refuser certains dons, c'est difficile surtout lorsque vous pouvez imaginer que non, votre belle famille veut vous soutirer. Mais ici, au moins, s'il y a quelque chose de positif, c'est que on ne lui a pas dit viens construire chez nous. On lui a dit c'est ton terrain, on l'a immatriculé. On dit bon, ça se faisait aussi des années passées. Donc vous donnez le terrain à votre beau-fils pour qu'il en jouisse, parce que vos petits-fils pourront en jouir naturellement. Mais l'autre chose également, la troisième chose que je voudrais dire par là, c'est que ce monsieur, ce beau-frère qui est endetté, je pense que le geste de son beau-frère, de Serge, peut l'amener à négocier, à des négociations. Ça veut dire qu'en fait, que son beau-frère reconnaît l'utilité, il reconnaît le soutien qu'il leur a apporté, et il a dégagé, il s'est battu pour lui donner 3,5 millions. Bon, c'est vrai, par rapport au montant de la dette, c'est minime, mais le geste est déjà bien. Mais il devrait profiter, je pense, de mon point de vue, que par rapport à ça, il voit la solidarité au sein de la famille, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères également, pour essayer d'atténuer ou alors d'alléger la dette au point de la famille. Moi, je pense que c'est sur cet aspect-là qu'il aurait pu, j'allais dire, actionner pour voir est-ce qu'il peut voir les activités, est-ce que la banque, on ne négocie pas, est-ce que la banque vraiment l'a mis, comme on dit, la clé 14 pour qu'il ne puisse l'amener à briser toute la cohésion familiale. Là, ça me semble quand même pas très bien. Donc, il aurait pu, de mon point de vue, atténuer et appeler toute la famille, parce que s'il a fait ce geste, ça veut dire qu'au départ, je considère que c'est un homme bien, mais que les vicissitudes de la vie, la dureté de la vie ne l'amène pas à causer des actes pas très bien qui risquent malheureusement de briser la cohésion familiale demain. Voilà. Qu'il interpelle plutôt ça pour que effectivement la famille l'accompagne pour soit se relancer en payant les dettes progressivement et renégocier sa dette à la banque. Très bien. Alors, Charles Hamel, sur l'histoire de ce matin, on voit très bien que ce frère-là s'est retrouvé dans une situation très compliquée, ce beau-frère, soit dit en passant, et il revient en arrière pour reprendre un bien qu'il a donné sans aucune pression, sans aucune menace. Monsieur Eric Fopoussi, il y a 3 choses avec lesquelles on ne joue pas dans cette vie. 3 choses essentielles. La femme, l'argent et le terrain. Lorsqu'on part sur ce principe, et je pense que ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres, lorsqu'ils ont dit cela, ils avaient vécu un ensemble de choses.
ne jouez pas avec trois choses, la femme, l'argent et le terrain. D'où vient-il, monsieur Eric Fopoussi, que mon beau-frère m'offre le terrain et je prenne? Même si c'est avec tous les papiers. Cadeau de mariage. Je dis même avec tous les papiers. Je ne m'inscris pas dans cette logique. Qu'il le donne à sa soeur. Qu'il le donne à sa soeur. Même si c'est le beau-père qui m'offre, je vais prendre, mais cela ne me servira à rien. Ça, c'est important de le dire. Nous avons affaire aujourd'hui à une jeunesse sclérosée. Nous avons affaire à une jeunesse parleuse, monsieur Eric Fopoussi. Pas plus tard qu'hier, on me racontait encore l'histoire d'un jeune garçon de ce côté de Yabassi, à qui le père a donné le terrain. Le beau-père a donné le terrain en lui disant, va te débrouiller. Tu chômes à Douala, tu ne fais rien, viens te débrouiller. Le gars a lancé les palmiers. Il a supporté les nombres d'années que ça devait prendre. Aujourd'hui que l'huile sort et une huile de très bonne qualité, les gens quittent du Gabon pour venir acheter l'huile. Le beau-père s'est présenté avec la machette et tous ses fils en lui demandant de dégager rapidement de cet espace. Donc voyez-vous jusqu'où l'homme est foncièrement méchant et mauvais. Que dis-je? Cynique, monsieur il faut possible. Ne parlez que sur ce qui vous appartient. C'est à moi. Aujourd'hui, se retrouve dans une situation malencontreuse, lamentable, vraiment. J'ai pitié. J'ai pitié. La mère qui est en train, sa belle-mère qui est en train de lui dire ne quitte pas. Quels sont les moyens et les forces que la belle-mère a pour pouvoir le dire? On a vu des gens aller au niveau du palais des congrès pendant que ses fils se mariaient, offrir des voitures au beau-fils. Quelques mois après, lorsque la situation financière n'est plus bonne, il arrive et dit que pardon, non, m'appelle ta voiture, je vais faire un tour là, je reviens, la mener en panne. On lui donne voiture, clé, il part, la voiture ne revient plus. Quand tu appelles, qui t'a donné? Qui t'a donné? C'est moi. On a vu des gens, je le dis ici tous les jours, vous devez voir des gens arriver et dire que bon, mon fils, depuis là, quand je dis mon fils, c'est pour parler trivialement, mon fils, depuis là, tu n'as pas de femme, tu n'as rien. Cherche une femme, tu me dis, je ne vais pas adopter. Vous partez, tu trouves la femme, tu dis, voici la femme que j'ai trouvée. Il l'accompagne, c'est lui qui dote la femme, monsieur, il faut possible. Un jour, vous arrivez, vous le trouvez sur votre femme. Vous voulez parler, vous dites qui a doté. C'est moi qui ai doté. Donc, ce sont des exemples dans la vie qui nous amènent à comprendre que ce monde-ci, monsieur, il vaut mieux vaudrait l'éviter. Donc, je pense qu'il a montré tout ce qu'il pouvait comme étant la bonne foi. Vendre la voiture de sa femme. Encore que c'est le frère qui avait offert la voiture. Vendre la voiture de la femme. Colmater pour obtenir 3 millions. Lui remettre. Le gars dit qu'il veut ses 80 millions. Il faut qu'il trouve ses 80 millions pour finir. Dans tous les cas, il faudrait que tu quittes. Oui, ça va donner lieu à une bagarre maintenant. Ça démontre, monsieur Eric Fopoussi, que les papiers qui ont été faits étaient des papiers écrits. Ce n'étaient pas des papiers qui ont été faits de manière légale, c'était des papiers écrits. On a écrit, on dit au village, on s'est assis, on a écrit que bon, je te donne le terrain et tout, il n'y a pas de problème. Voilà, aujourd'hui, le gars veut récupérer son terrain. Qu'est-ce qu'il allait de faire? Ce sera un problème. S'il reste, il aura sa femme sur le dos parce que le gars va insulter sa soeur. La méprise va venir de la belle famille. À un moment donné, son couple va battre de l'aile, qu'il le veut ou non. Son couple va battre de l'aile, ils seront obligés de sortir. Donc je pense que c'est un cadeau empoisonné que de prendre quelque chose de sa belle famille. Il est tombé, je pense qu'il devrait le sortir. Oui, Karine va également dire un mot, encore qu'on n'est pas sûr que ce soit un simple papier. Non, il a dit que il a fait les papiers au nom de son fils. Je lui ai demandé si les papiers, qui le avaient titre foncier été propriétaires. muté en son nom. Parce que on va dire que jusqu'à preuve du contraire, le seul élément qui permet d'établir votre propriété sur un terrain, c'est le titre foncier. Et vous savez que le titre foncier, il est inattaquable. Donc, est-ce que c'est un titre foncier? Si c'est un titre foncier, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de réfléchir de midi à 14 heures. C'est le terrain lui appartient. Maintenant, si le titre foncier est resté au nom de ce monsieur-là, ça devient plus compliqué. C'est au nom de son fils, puisque le monsieur réclame les papiers. Au nom du fils de qui? De Serge, du beau. Voilà. Du mari. Voilà. Donc, ça veut dire que il a également un droit sur cette affaire. Alors, Karine, sur cette affaire, qu'est-ce que vous dites ce matin? Vraiment, moi, je propose à Serge de quitter avant qu'il ne se fasse trop tard. Lorsque vous êtes dans une propriété qui vous a été offerte, à un moment donné, il faut faire attention à certains cadeaux. Il y a des cadeaux empoisonnés. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un trimer, habiter dans des maisons presque tombantes et abandonner le terrain de leur frère ou la maison de leur frère qui ne vit même plus. Je vous dis bien, vous voyez des maisons ici d'ailleurs qui sont abandonnées, pas entretenues, et pourtant dans cette famille, il y a des personnes qui manquent de toi.
Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce genre de situation. Il y a bien quelqu'un qui vous dit non, il faut aller vivre là-bas. Comment tu abandonnes la maison et tu viens souffrir ici? Non, il faut que tes enfants grandissent dans un bon cadre. Mais après quoi? Mais après quoi? Parce que là, on a affaire à une personne qui aujourd'hui ne sait même pas s'il se couche la nuit pour dormir, il pourra se lever le lendemain. Justement parce qu'il a accepté un cadeau qui lui a été offert le jour de son mariage. Généralement, lorsqu'on vous offre un cadeau le jour de votre mariage, c'est pour que votre vie de couple soit heureuse et harmonieuse. Mais d'où vient-il que, parce que quelqu'un vous a offert un cadeau, devant tout le monde, il a tempêté et c'était le meilleur cadeau, tout le monde a célébré ce cadeau. Aujourd'hui, il vient vous dire, vraiment, comme j'ai des difficultés, et les difficultés qu'on peut comprendre, tout le monde peut investir et perdre. Mais, est-ce que c'est le dernier recours? Est-ce que c'est vraiment la solution qu'il faut? Parce que ce n'est même pas votre beau-frère, c'est même pas votre beau-frère que vous êtes en train de faire du mal, mais c'est à sa femme, qui est votre sœur, que vous faites du mal. Vous mettez votre sœur à la porte parce que vous lui avez donné un terrain le jour de son mariage, mais ça c'est cruel. Et voir même que ce beau-frère, il a de la bonne foi. C'est quelqu'un de très bien éduqué, de très moral, donc de psychologiquement fort pour aller vendre votre cadeau, une voiture que vous avez offerte à sa femme, prêter de l'argent pour vous donner. Il faut comprendre qu'il a de la bonne foi. S'il avait trouvé même un moyen de vous aider à rembourser complètement cette dette-là, il l'aurait fait. Mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Mais dans ce cas, s'il le fait vraiment, moi, je conseille à Serge de quitter de là avec sa famille et ses enfants. Il ne faut pas rester sur un terrain où vous êtes menacés. Vos enfants et vous n'êtes pas en sécurité. Vous ne le faites pas pour vous-même. Non, vraiment pas du tout. Vous le faites pour vos enfants. Et je pense que quitter de là, aller louer un studio ou une maison tombante ne va pas vous faire mourir d'aussitôt de pauvreté. Recommencer à zéro. Non, mais la vérité dans cette affaire, c'est que, et moi, sincèrement, j'en profite parce que nous sommes une émission d'éducation de masse pour expliquer un tout petit peu aux Camerounais comment se gèrent les affaires foncières. Hein. Une personne qui vous donne un terrain sans que par la suite il y ait un document, et le seul document qui vaille la peine, c'est le titre foncier. S'il n'y a pas ce document-là, le terrain ne vous appartient pas, même si vous l'avez mis en exploitation. Donc, même si c'est vous qui le mettez en valeur. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Les gens doivent cesser d'être naïfs, les gens doivent cesser de se laisser emporter par, on va dire, la ferveur ou bien l'aspect candide d'un mariage, et vous vous laissez comme ça emporter dans une fausse affaire. Donc, quand on vous offre un terrain, un bien immobilier, la seule chose qui vous confère ce bien-là, à mon sens, c'est le titre foncier, et vous devez donc faire en sorte que ce titre foncier soit en votre nom, qu'il soit muté en votre nom. Sinon, vous devez évidemment voir dans quelle mesure refuser gentiment ce don-là, puisqu'il n'en est pas un au final. Alors, Dominique Audrey, vous êtes aussi sur cette ligne où il faut totalement condamner l'homme qui est foncièrement mauvais, même quand il donne. Demain, il peut se rappeler qu'il vous a donné et revenir en arrière, ou simplement estimer que ce monsieur a mal fait d'accepter ce bien-là de son beau-frère. Oui, il a mal fait d'accepter ce genre de cadeau. Comme Charles Amel a dit, vous prenez, vous laissez ça là. Le jour où il y a un événement dans votre belle famille, vous offrez ça. Vous rendez à quelqu'un. Donc pour ça c'est établi, il n'aurait pas dû. Parce que accepter généralement les cadeaux de la belle famille, c'est être tenu. Vous allez être toujours, vous allez vous sentir redevable éternellement. C'est vrai que maintenant ça va dépendre des belles familles. Il y a des belles familles dans lesquelles vous n'allez jamais avoir ce genre de problème. À Serge, moi je dis, tu vas à la maison, tu prends ce que tu as investi et tu lui donnes le reste. Parce qu'il n'est pas question que tu perdes totalement. On lui a offert le terrain, ça fait 9 ans. Il a cotisé 5 ans et il a construit dessus. Et vous lui demandez de partir comme ça, pour aller recommencer à zéro. Chercher le terrain, recommencer à construire. À quel âge? À 45 ans, vous pensez qu'il va travailler combien de temps pour pouvoir se construire encore une maison? Vous vendez. Auquel cas, vous ne pouvez pas vendre, vous restez là. Qu'il fasse ce qu'il peut faire. C'est tout. D'accord, c'est compris. On va lire quelques messages avec vous, Karine, oui, sur l'histoire de ce matin. Par rapport à ce problème de terrain, je pense que le beau-frère a tout faux. S'il est dans les problèmes, il n'a qu'à assumer, vu que le mari de sa sœur a mis en valeur ses qualités en allant vendre la voiture et puis s'endetter. C'est très noble ce qu'il a fait. Il doit résister, et ça sérieusement. Le message n'est pas signé. Dites déjà à ce monsieur que le pays est régi par les droits et nul n'est épargné
un titre foncier sur un terrain est comme ton acte qu'on veut arracher. Le terrain appartient déjà au mari de sa petite sœur, donc, qu'il dégage ses souverains depuis Mobile Guinness. Ouais, je vous dis que nous Mais savons, on a encore protégé. Monsieur Eric par Foucault, s'il revient demander le terrain, ça veut dire qu'il y a quelque part, il ne pouvait Quelque pas chose avoir qui manque, il y a c'est quelque chose qui sien. manque dans ces documents. Oui. S'il revient demander, c'est parce qu'il sait. non, non, faut faire attention. Hein. Peut-être Dans ce qu'il y a une pays, faille. je vous ai dit que dans ce pays, les gens ont réussi. Mais je vous parle de l'histoire de M. Iong à Bastos. Je vous dis que ce monsieur est aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle le Sissia, pour parler trivialement sur son terrain à Bastos. Il a tout. Il a pourtant un titre foncier. Les gens ont réussi à aller faire annuler ce titre foncier-là devant la justice. Mais nous sommes dans un pays où les gens ont réussi à rendre l'impossible possible. Absolument. Ici à Douala, aux alentours du stade dit de la réunification, les gens ont vendu la propriété privée de l'État. L'État a un titre foncier et les autorités de Douala vendent le terrain privé de l'État Charles Hamel. Donc, ce que vous dites, monsieur Fopossi Negou, il ne faut pas... Non, on est en train de... Et je dis, attention à nos autorités, on est en train d'aller là, tout droit, vers une guerre civile qui viendra du foncier. Il faut qu'on commence dès aujourd'hui à déjà arrêter la saignée parce que la saignée continue. On continue à créer des Camerounais frustrés, des Camerounais aigris, des Camerounais qui ont de la rancœur parce qu'une personne sous les oripeaux de l'argent, d'être milliardaire, a décidé de venir arracher un terrain à un Camerounais qui s'est battu pendant très longtemps pour acquérir un terrain et s'y faire établir un titre foncier. Et ce qui se passe est extrêmement grave. Donc les gens n'ont plus peur du titre foncier qui, comme vous le savez, comme a dit le téléspectateur, est comme votre acte de naissance. Les gens réussissent à attaquer l'acte de naissance de votre terrain. C'est grave. Alors qu'on sait que le titre foncier est inattaquable. Oui, Karine, allez-y. C'est une très lourde dette. C'est mieux qu'il meure là. On cherchera comment organiser ses obsèques. Ça va moins nous coûter. Tout à fait. Il ne quitte pas. Il ne doit pas quitter. C'est Philippe depuis Bafoussam. Je suis parfaitement d'accord avec Charles Hamel, notre téléspectateur. J'ai envie de me confier aussi. Ok. Écrivez-nous sur la page Facebook, pourquoi pas sur l'une de nos pages Facebook. À propos du problème foncier de Bastos, je dirais que cette histoire montre simplement que le Cameroun n'est pas un pays de droit, pour la simple raison que la loi ne s'applique pas telle qu'elle est prescrite. Alors, un autre... oui, et c'est grave parce que le monsieur en question est tellement dépité. Il est prêt à aller très loin. Oui, mais son Attention. épouse m'a appelé pour me dire, Eric, attention, mon époux risque de commettre l'irréparable, il risque d'aller tuer quelqu'un avec son arme. Attention, il est prêt à aller en prison et que moi, je me suis préparé psychologiquement à venir en prison, lui donner à manger tous les jours. au bout de Parce sa que vie. c'est terrible, ce n'est pas possible que les gens viennent arracher les économies des gens comme ça. On crée des frustrés, on crée des fâchés. Voilà, courant. et c'est courant. Et ce frère-là sait très bien qu'il y a eu des investissements sur ce terrain, donc il sait ce qu'il fait. Oui. Charles Hamel avait dit non au cadeau de la belle famille. Les dames sur le plateau ont pris Charles Hamel. Ça, c'est Landry hein, chez moi. Ok. Pourquoi vous refusez de terminer le message? Il a cité, c'est tout. Sinon, ok. c'est Landry et Tchemo. D'accord, vous refusez de lire jusqu'à la fin. C'est la signature qui est D'accord. la fin. Je n'ai pas dit. Alors, Allez-y, Karine. je pense que Charles Hamel a raison. Hein. Le mieux pour Serge est de quitter. Il quitte si on Il a rembourse. été bien dit qu'il dispose d'un titre foncier qui fait office de propriété. Il ne devrait pas céder et devant les institutions, il aura raison, sauf s'il aura à faire face aux personnes qui détiennent ce pays. Encore. Alors, qu'ils trouvent un engagement ensemble et qu'ils vendent la maison là et chacun d'entre eux prend une quote-part. Esthétique Moma qui nous écrit ce matin. Pour tout ce qu'il Un en autre message, juste pour un autre message, c'est Arsène de Yaoundé. Par rapport au problème du jour, c'est notre quotidien à Yaoundé. Avoir le titre foncier ne garantit plus rien ici.
Voilà, on a des Camerounais qui réagissent. Alors, j'espère que au ministère des Affaires foncières, on nous regarde parce que c'est quand même terrible. On en est à des Camerounais qui estiment qu'avoir un titre foncier sur un terrain ne garantit plus rien à personne. Non, mais attention, il faut qu'on retrouve ce pays. Peut-être que le grand dialogue national pourra nous servir de terrain, puisque le président a parlé de problèmes d'intérêt national. Peut-être que ça peut... Et puisque je vous dis que c'est le problème central des prochaines années au Cameroun. Ce sera les litiges fonciers, les contentieux fonciers vont constituer, on va le dire, la cause de tous les problèmes qu'on pourrait avoir dans ce Cameroun. Donc attention, faisons très très attention à ce qui se passe sur ce terrain-là. Alors madame, monsieur, on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. On va tout de suite prendre la direction de la colère de Charles Hamel pour la subir davantage. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du sous-développement au Cameroun. Je m'interroge ce jour sur la question de la lutte effrénée contre le sous-développement dans ce pays. D'ailleurs, à quelle catégorie appartient le Cameroun? NPI, nouveau pays industrialisé, PRI, pays à revenu intermédiaire, PMA, pays les moins avancés, ou bien PPTE, pays pauvres très endettés. Comment comprendre cette extrême précarité qui continue ou qui constitue le quotidien des Camerounais? La majeure partie des Camerounais vivent avec moins d'$1 jour. Ils se contentent, pour certains, d'avoir un déjeuner copieux le matin, pour d'autres, avoir juste le déjeuner de midi, le riz corbeau, le riz sauce d'arachide, sans bunga, sans poisson, sans viande. Comment comprendre que les pays sous-développés soient considérés comme les pays pauvres? Et le PNB, le produit national brut par habitant de certains pays en voie de développement, est de loin supérieur à la moyenne des pays développés. Comment comprendre que 50 ans après les indépendances, le Cameroun ploie encore sous le douloureux fardeau des valeurs élevées du taux de natalité, taux de fécondité et de mortalité infantile? Le paludisme tue encore au Cameroun. Trop d'enfants décèdent au Cameroun de cette affaire du palu. Rappelons-nous de ce slogan, santé pour tous en l'an 2000. Comment comprendre qu'après 50 ans, le Cameroun ploie sous le fardeau d'une faible espérance de vie? 35 ans, voilà l'espérance de vie au Cameroun. Lorsque vous passez 35 ans, préparez-vous, tout peut arriver à tout moment du fait de la pauvreté. Une population extrêmement jeune et inactive qui décède comme des mouches. Pourquoi? Tramol, drogue, alcoolisme et maladie. Comment comprendre qu'après 50 ans, le Cameroun produit ce qu'il ne consomme pas et consomme ce qu'il ne produit pas? Nous sommes de grands importateurs. On importe tout jusqu'au cure-dent. C'est bien. Comment comprendre qu'après 50 ans, notre pays soit caractérisé par la sous-consommation, une alimentation insuffisante en volume et en qualité, une faiblesse de la consommation moyenne d'énergie, de biens et de services? Comment comprendre qu'on parle de sous-développement dans un pays caractérisé par une richesse énorme, le sous-sol comme le sol est riche, mais on est malencontreusement sous-développé? Comment comprendre que notre pays soit caractérisé par la prédominance ou une grande importance ne soit accordée au secteur primaire, minier surtout agricole, que notre pays souffre d'une exiguïté du secteur industriel, une hypertrophie du secteur tertiaire, une désarticulation des structures économiques, d'une sous-production générale avec des techniques archaïques, de faible rendement, une exportation prépondérante des matières premières, une faible accumulation de capital et de l'investissement productif, une place importante du secteur informel.
Comment comprendre que notre pays soit encore hyper endetté et plongé pour la énième fois dans les labyrinthes mystiques du FMI, alors qu'on s'était juré il n'y a pas longtemps de sortir de ce bout de tunnel? Comment comprendre que notre pays se caractérise par la faiblesse des revenus moyens par habitant, faiblesse du niveau de vie, des inégalités sociales flagrantes, l'étroitesse de la classe moyenne, l'ampleur du chômage et du sous-emploi, le travail précoce des enfants, les inégalités liées au genre, infériorisation et assujettissement de la femme, taux d'analphabétisme élevé et carence de l'assistance sociale? Comment comprendre que notre pays soit caractérisé par un ensemble de territoires nationaux mal intégrés, par la faiblesse des infrastructures de communication et des circuits économiques, par de fortes disparités régionales, une excessivité ou une excessive concentration humaine et économique dans les grandes villes? Regardez Douala et Yaoundé, vous comprendrez de quoi je parle. Comment comprendre la misère la plus indescriptible que traverse le Cameroun, qui côtoie l'opulence imaginable d'un groupuscule? Les inégalités sociales se reflètent dans la ségrégation spatiale de l'habitat. Des quartiers populaires pauvres se développent partout et s'opposent au paysage des quartiers résidentiels de haut standing. Les villes du tiers-monde se bidonvillisent d'année en année. Aujourd'hui, les principaux architectes de la ville au Cameroun sont les familles pauvres qui construisent leurs propres logements comme cela vient, comme cela leur passe. Quelques années seulement après cette bidonvillisation, on se retrouve à subir des casses. Le nombre de quartiers de Douala ayant subi des casses entre 2010 et 2019 donne des sueurs froides, sinon qu'à pleurer. On vous casse d'abord ici, allez vous reconstruire ailleurs. Cela fait partie du sous-développement. Vous nous avez trouvé une image de Douala, hein? Ça c'est le rond-point Ferruge Bességué. Voilà, Voilà, on va tous se manger de ce sous-développement, monsieur. Voilà. Mais ici, on est développé. Ici, on est... Nous amener à... Bon, pas vraiment développé. Hein, quand regardez comment tout ça est fait. En réalité, vous posez, Charles Hamel, ce matin, le problème de la pauvreté au Cameroun. Mais je voudrais y ajouter la décadence du Cameroun, puisque il me souvient d'ailleurs, et je l'avais rappelé sur ce plateau de fort belle manière, qu'en 82, le 6 novembre 1982, lorsque le président Paul Biya prête serment, qui remplace donc le président Ahidjo, le Cameroun est à ce moment précis de l'histoire-là un pays à revenu intermédiaire. Je l'ai rappelé ici tout récemment, les gens ont écarqué les yeux et dit oui, le Cameroun était un pays comme on peut aujourd'hui apprécier le Rwanda ou des pays qui aujourd'hui sont considérés comme des pays à revenus intermédiaires et, donc, et qui ont une croissance exponentielle, une croissance soutenue. Et aujourd'hui, malheureusement, le Cameroun est retombé dans ses travers. Nous sommes au final un pays pauvre très endetté, puisque même si on a atteint le point d'achèvement en 2006, il n'en est pas moins que nous serons toujours pauvres et que nous serons toujours autant endettés. Parce que après que la Douala ait été effacée, le Cameroun a recommencé avec un rythme effréné d'endettement que tous les économistes aujourd'hui dénoncent avec la dernière énergie. Premier élément. Deuxième élément, on voit très bien que les plans qui ont été mis en place, le DSE par exemple aujourd'hui, ne trouvent pas, on va dire, les résultats escomptés. Même les OMD annoncés par les Nations Unies aujourd'hui nous montrent bien que le Cameroun est très loin de respecter l'un des points essentiels de ces OMD-là. Si on prend le volet santé, si on prend le volet environnement, nous sommes très très loin du coach. Alors Boro Bengan, comment on explique ceci, comment on explique cela? C'est un problème à deux niveaux. Il y a un problème de management local. Vous avez pris le cas du Rwanda. Là-bas, malgré les contingences sur le plan international, sur le plan local, on a mis un leadership managérial bien encadré et qui donne les résultats. C'est le premier problème qui nous manque. Vous parlez sur un problème de management. Mais l'autre problème également, c'est le verrouillage sur le plan international. Et j'allais parler des accords de coopération que nous avons, nous maintiennent dans une espèce d'un malade qui est sous perfusion. Et pour comprendre ça, je veux prendre deux institutions. D'abord, vous l'avez dit, la Caisse autonome d'amortissement
dit qu'à ce jour, nous avons plus de 5 000 milliards de dettes. Et ça veut dire qu'en fait, malgré, comme vous avez dit, le point d'achèvement utilisatif, non, on est replongé dans la dette. La preuve, le Fonds monétaire international nous donne encore quelques subsides là, en vous disant, si vous nettoyez votre fichier même un peu, comme ça, bon, on vous ajoute 2 milliards. Vous faites un peu plus, on vous ajoute autre chose. On ne parvient pas à organiser les élections nous-mêmes, même municipales, parce qu'on n'a pas l'argent. Donc, nous sommes là. L'autre chose, il faut lire le livre de Tibor Mende. Tibor Mende, c'est un Hongrois naturalisé français. Il a écrit un livre aux éditions Le Point, je pense que c'était dans les années 80, de l'aide à la recolonisation. Il avait dit clairement que ce qu'on veut nous faire passer pour de l'aide, donc quelque chose d'intéressé, c'est un bon placement. Et quand vous réalisez aussi le livre de Pierre Mesmer, Les Blancs s'en vont, en fait, il dit, ils partent, les Blancs partent pour mieux rester. Donc, on peut comprendre donc pourquoi nos chefs d'État qui ne veulent pas prendre le risque, parce que ce n'est pas le peuple qui les a mis là, ils transforment nos pays en comptoir colonial. Et même au niveau... Au risque de maintenir le niveau de pauvreté aussi élevé. Absolument. Chaque fois, on parle de réduction de la pauvreté, mais on ne voit vraiment pas qui sont ceux des Camerounais qu'on a sortis de la pauvreté. Et voilà. Et il n'y en aura même pas. En 60, il y avait les 20% de la population détenait 60% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, les mêmes 60% détiennent 82% de la richesse mondiale. Donc, on est plutôt en train de tuer ce qu'on pourrait appeler, pour emprunter le langage occidental, ce qu'on appelle la classe moyenne. Pour rester la société divisée en deux entre les riches et les pauvres. Donc, soit vous êtes riche ou alors vous êtes pauvre. C'est dans ce schéma qu'on nous a instruit, qu'on nous encadre et on fait comme si on était à la course vers le développement à l'occidental. Or, l'Occident est bloqué. Depuis le temps est bloqué. Il serait, je termine par là, pour un pays comme le nôtre qui se dit agricole, de compter au moins, si on pouvait compter 100 entreprises, en fait, 100 c'est même exagéré, 50 entreprises qui sont branchées à la haute tension. Au moins 75 à 80 entreprises qui sont branchées à la moyenne tension. C'est-à-dire quoi? On doit avoir des industries de transformation, notamment sur le plan agricole. À quel niveau se trouve l'agro-industrie dans notre pays? Vous voyez, c'est pour ça que je salue notre compatriote qui a ouvert cette usine de transformation de cacao à Fodjomoko. Emmanuel Nelson. Oui. Mais j'ai commencé parce que pour nous, autorités traditionnelles, nous devons encadrer les enfants qui essaient d'émerger. Mais les gens de Yaoundé s'unissent encore pour dire qu'il faut qu'ils donnent de l'argent ici. On peut même trafiquer au niveau des impôts, vraiment qu'ils ne paient pas, qu'ils ne s'engagent pas dans ce truc. Alors que donc, ça aurait pu être... voilà, si on avait comme ça 8-10 seulement sur le cacao, 8-10 sur le café, ça pourrait permettre voilà, autant pour le maïs, ainsi de suite, mais bon. Les créations d'emplois qui sortiraient les Camerounais de la donc, pauvreté et peut-être évidemment des nombreux bidonvilles dans nos villes. Oui. À Douala on est dans un pays, M. Foposinegou, où tout est à construire, mais on dit aux citoyens que dormez, il n'y a rien à faire. Oui. Il y a quelque chose quand même qui est frappant lorsqu'on évoque cette question de la pauvreté au Cameroun. Vous voyez des gens, des parano-suivistes, des faucons dans les médias qui ont jeté la honte aux chiens, qui vous disent que non, si vous allez aussi en France, vous verrez aussi des bidonvilles, vous verrez également des pauvres. Si vous allez aux États-Unis, vous verrez des pauvres. Mais sauf que les médias internationaux ont monté un complot pour nous montrer que la pauvreté, pour nous montrer que la famine, pour nous montrer que la maladie en Afrique. Alors, j'ai bien envie de dire, mais est-ce que nous qui en parlons, nous parlons avec un regard occidental, nous parlons avec un regard camerounais, puisque nous marchons dans les rues tous les jours et nous constatons qu'il y a une extrême pauvreté, qu'il y a des bidonvilles partout à Douala, qu'il y a des bidonvilles partout à Yaoundé et que les Camerounais là-bas n'ont pas le minimum pour vivre. Donc quand on dit ça... Les quartiers comme Bastos, Bonandio ont les rues de la joie.
Vous ne verrez pas ça là-bas, là où on parle. Voilà. Donc à côté du gouverneur, les gens peuvent venir braiser le poisson. Non, on peut même admettre que ces pays-là ont des pauvres. Mais quelle est cette... La France, les gens vivent avec RSA. Quelle est cette maladie? Donc ici, on peut vivre avec 37 000. Non, mais quelle est cette maladie des Camerounais, de certains de nos dirigeants, à toujours se comparer aux médiocres? Moi, je me pose des questions. Pourquoi toujours prendre l'exemple de la médiocrité sur les autres? Le Cameroun peut décider, lui, de faire opération zéro pauvre. Absolument. Ça peut exister. Pourquoi on veut toujours montrer que non, ce que nous disons, c'est que nous voulons adhérer au discours complotiste des médias internationaux qui, quand ils montrent le Cameroun, ils montrent toujours lorsqu'il y a la famine, lorsqu'il y a les inondations, lorsqu'il y a des maladies, lorsqu'il y a la pauvreté. Il y a une réalité, c'est que nos pays montrent des visages qui ne sont pas assez réluisants et c'est normal que l'on en parle. Alors, Dominique Audrey, votre regard sur cette question, je vous en prie. Oui, sur la question de la pauvreté, c'est un peu comme le nez au milieu de la figure. On est tous pauvres. Alors, du moins, les Camerounais d'en bas sont tous pauvres. L'opulence ici chez nous est circonscrite ou bien réservée à une certaine catégorie de personnes. Il y a, je crois, en 2009, le Cameroun a mis sur pied un document de stratégie de la croissance économique. Il était question, à travers ce document-là, de faire un certain nombre d'avancées. Il y avait un certain nombre de choses qui devaient être mises sur pied pour qu'on sorte justement de cette pauvreté-là. Et la première phase de ce concept s'achève en 2020. Oui. C'est la vision 2035. Dans cette vision-là, il était question de nous donner de l'énergie. Je ne sais pas si au Cameroun on a de l'énergie déjà. Non, puisque la preuve, on a des gens qui se plaignent même sur Internet de ce qui manque d'énergie. Mais à ces gens-là, on donne des groupes électrogènes. Combien d'autres personnes n'ont pas d'électricité? Il faudrait donner les groupes électrogènes à tout le monde si on n'a pas tous d'électricité. Dans ce document, il était question de bâtiments et de travaux publics. Donc en 2020, on devait avoir de beaux bâtiments et de bonnes routes. On devait intensifier l'entretien routier. Tout le monde voit quel est l'état de nos routes. En 10 ans, rien n'a changé. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'assainissement, on n'a pas le développement de nos villes secondaires. Je ne sais pas à quoi ça sert. Quelles sont les personnes même qui ont pensé à mettre ces documents sur pied? Moi, je ne sais pas. On a parlé des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 40 000 villages devaient avoir accès au téléphone, à Internet, disons ça comme ça. À Nitoukou, je ne sais même pas s'il y a des réseaux de communication là-bas. De quoi on parle? Je crois que on va finir par se dire que chez nous, on ne peut rien sauver. Hein, vraiment. De toutes les façons, les Camerounais se complaisent déjà comme ça. Si vous rencontrez quelqu'un, il va te dire que maman, tu veux que je fasse comment? J'ai mes 500 le soir, je vais faire le riz avec mes enfants, on va manger. Demain, si on trouve, on mange. Demain, on ne trouve pas, on ne mange pas. Pourtant, ce n'est pas comme ça que ça devait se faire. On a déjà parlé des mines ici. On a parlé du bois. Où est passée la redevance forestière qu'on devait reverser aux communes qui devait permettre le... Monsieur Fopoussi. Oui, mais on comprend évidemment votre gêne et votre colère sur cette situation. Elle veut chercher un pan où c'est positif. Oui, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, on va clairement le dire, hein, il y a là-dedans aussi une question de répartition des richesses, répartition de notre production nationale. Ouais. Parce que, comme vous l'avez noté tout à l'heure, Baro Bengal et d'ailleurs également Dominique Audrey-Oyengelek l'a également dit ici, il y a une minorité de personnes qui s'accaparent les richesses et on pouvait même encore admettre que des gens qui, grâce à leur génie, grâce à leur créativité, parviennent à accéder à la richesse, mais on voit que bien souvent c'est de l'enrichissement illicite, c'est des personnes qui font du blanchiment d'argent, de la corruption et tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, à ce titre-là, il y a des Camerounais qui peuvent être frustrés et sont fondés d'être frustrés sur tout ce qui est engagé. Et vous avez évoqué ici ce DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui est, on le voit très bien, un échec, parce que j'ai écouté un autre faucon, un parano-suiviste, nous dire que non, que le DSCE n'est pas un échec, mais qu'est-ce que c'est sa mise en œuvre qui est un échec? Ces gens-là sont tellement subtils dans leur façon de parler qu'à un moment donné, vous perdez. Non, je veux dire que quelle est la différence entre un DSCE en échec et un DSCE dont la mise en application est un échec? Non, on nous perd en mise en application, ce sont des concepts
concept vague. Les deux, c'est la même chose. Donc, on voit très bien que les stratégies mises en place pour réduire la pauvreté, c'est deux choses en une. Soit c'était des mauvaises stratégies et que la mise en place, comme on a dit, la mise en application a échoué, soit les gens n'ont pas vraiment intérêt à ce qui est la réduction de la pauvreté et qu'ils maintiennent autant le statu quo, mais ce qui est certain, c'est que vous verrez le visage de nos pays, un visage de favelas, entre guillemets, pour prendre l'exemple ici du Brésil et des bidonvilles brésiliens, des favelas, où vous voyez des toitures avec, où on soutient les toitures avec les anciennes roues, les pneus, voilà. Donc vous voyez, c'est très, comme image, ça fait mal au cœur. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission, madame, monsieur. Restez avec nous. On va continuer à éplucher cette thématique sur Equinox Télévision. Tout, madame, monsieur, sur le 10-12, le zénith de ce lundi. Nous sommes le 16 septembre 2019. On va dire que les avocats ont bel et bien débuté leur mouvement de colère. On va également dire que selon nos informations, selon nos sources, parfois j'en parle comme ça, du 29 septembre au 4 octobre prochain, c'est à cette date-là que pourrait avoir lieu le dialogue. Oui, 29 au 4 octobre, oui, que pourrait avoir lieu le dialogue national. Et ce sera au palais des congrès de Yaoundé. Je l'avais annoncé ici il y a quelques jours. Et ce sera retransmis à la télévision nationale. Donc voilà, je pense que l'avoir dit, ce sont les sources. On va tout de suite lire quelques messages avec vous, Karine. Oui, vous trouvez normal qu'une région moins peuplée qu'une autre ait plus de députés parce qu'elle est la région du chef de l'État. Si c'est de ça qu'il s'agit. Le sous-développement reflète tout simplement la malgouvernance et due à la longévité au pouvoir de nos régimes. Arsène de Yaoundé. Très bien. Alors, Chalamel, sur cette question, on va dire une question quand même qui, qu'on pourrait rapporter à plusieurs pays africains, hein, aux prises à des régimes despotiques. Monsieur Eric Fopoussi, vous savez que tous les 10 ans, on est appelé à refaire sa carte d'identité, refaire le passeport, parce qu'il y a ce qu'on appelle la mutation, on change, on passe d'une phase à une autre. Vous avez un enfant de 10 ans à un type de voix, lorsqu'il atteint 20 ans, la voix change, il commence à avoir une voix grave pour les hommes, et une voix raffinée pour les femmes. À 30 ans, c'est tout autre chose. Il faut le préciser comme ça, monsieur Eric Fopoussi. De la même manière, les systèmes changent tous les 20 ans. Vous allez vous rendre compte que la France de 2000 a été pensée en 1980. Et ils ont commencé à préparer en 1980 leur France de 2000, des années 2000. On a eu plein de slogans, santé pour tous en l'an 2000, l'année de ceci, l'an 2000. C'est à la veille, en 1999, que les Africains se levaient et ils nous sortent les morceaux là. En l'an 2000, tout va changer, les routes seront ceci. Mais grande a été la surprise de tous les Africains lorsque l'an 2000 a sauté. Ce n'est que sur les calendriers que ça avait changé, sur les ardoises. On a continué à vivre des mêmes choses que nous vivions dans les années 1980. La France de 2020 a commencé à être pensée dans les années 2000. Quelle est la France de 2020 qu'on veut avoir, qu'on veut penser? Et l'un des premiers enjeux, M. Eric Fopoussi, lorsqu'on veut parler de développement, on mise sur une seule chose, c'est l'éducation. Le politicien, le politique de 2035 commence à se penser en 2015, M. Eric Fopoussi. Quel est l'homme politique qu'on veut voir? Quelle est la qualité? Vous vous rendez compte, dans toutes les revues scientifiques, on vous dit que d'ici 2050, l'homme aura les doigts carrés. La majeure partie des hommes auront les doigts carrés. Les gens de petite taille auront tendance à disparaître. On aura des gens qui auront plus une grande taille. Le faciès va être plus élargi. On fait des projections. Qui parle de développement se lance dans des projections. Je vois là, vous voulez mais cette projection-là, ma voisine. Non, monsieur, il faut pousser. C'est pas moi qui le dis, c'est les revues scientifiques qui disent que les personnes de petite taille vont disparaître. Aux personnes qui ont une forte... non, et des enfants vont
progressivement disparaître. C'est ça, donc Chalamel a raison. Voilà. On en connaît pas de moins en moins. Bah, ce sont les scientifiques. Sur la base des observations, des hypothèses observations. Voilà. Et des hypothèses qui peuvent ne pas être confirmées. Monsieur vraiment, Eric Non, c'est raccord. Quand vous vivez dans un pays où vous ne savez pas qui vous éduquez, qui vous soignez, on est combien au Cameroun? On ne sait Tous pas. les politiciens, tous les politiques avec qui on font rire. On est environ, estimativement, c'est connu, monsieur Eric Fopoussi. Et je vais vous dire, aujourd'hui, on ne veut pas donner les résultats parce qu'on se rend compte qu'il y a proportionnellement, il y a en termes de nombre de gens qui dépassent. Il faut le dire. On doit connaître les résultats du recensement. Ça doit être connu. Pourquoi est-ce que ça a arrêté? Pourquoi celui de 2005 a mis tellement de temps pour être présenté dans les années 2010, monsieur Eric Fopoussi? Non. On doit connaître qui on soigne, qui on nourrit. On nourrit combien de Camerounais? On soigne combien de Camerounais? Est-ce qu'il était nécessaire d'avoir tous ces hôpitaux qu'on dit de référence à Douala? On ne sait pas. C'est à l'aveuglette qu'on se lève, on dit bon, il faut créer ça, il faut créer ceci. Sur le plan de l'éducation, qu'est-ce que nous avons, monsieur Eric Fopoussi? Ce que vous appelez le CEP? Ce que vous appelez le BPC? Ce que vous appelez le baccalauréat? Ça s'inscrit dans quelle logique africaine? Ça s'inscrit dans quelle logique africaine? C'est du copier-coller, tout simplement. Donc, nous avons un système éducatif qui ne répond pas. Nous aurons des enfants tarés, des enfants idiots et des enfants bêtes encore sur 50 ans. Je peux vous le dire, parce qu'il n'y a rien en termes de substance dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Si chacun qui va se débrouiller, on s'arrange à enlever la substantifique moelle de l'éducation pour nos enfants. La preuve, on devait parler de Ruben Oumniobé. La preuve, on devait parler d'Ernest Mwandié. La preuve, on devait parler d'Endele. On devait raconter l'histoire. Parce que c'est sur ça que se forge un enfant demain qui dit je veux ressembler à X, je veux ressembler à Y. Mais nos modèles aujourd'hui, c'est des footballeurs. Nos modèles aujourd'hui, c'est des filmman. Nos modèles aujourd'hui, c'est ça le développement. Le développement avant d'être physique. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop disait... Avant d'être matériel. Cheikh Anta Diop disait, ce qui entre par l'esprit sort par les muscles. Tant qu'un enfant n'a pas conceptualisé qu'il peut être président de la République, jamais il ne va le mettre et il deviendra un soulard, un buveur. Faites le tour des quartiers aujourd'hui. On a légalisé, sinon autorisé, que les domiciles désormais se transforment en 3 choses précises. Restaurant, bar ou snack bar et motel. Alors, de vous avez tellement raison parce que, et moi, sincèrement, ça me pose un réel problème. Encore que dans ce pays, nous avons un ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Muna Futsu, pardon, qui est le ministre en question. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a une pauvreté intellectuelle, mentale de nombre de Camerounais qui explique peut-être pourquoi nous sommes aujourd'hui encore à ce niveau de développement. Parce qu'il est quand même terrible que vous allez dans des quartiers, vous rencontrez des personnes et vous vous rendez compte que ces personnes-là ne maîtrisent pas le B à bas de ce qu'est une république, de ce qu'est un pays, de ce qu'est un premier ministre, de ce qu'est le rôle d'un ministre, quel est le rôle d'un premier ministre, quel est le rôle d'un député, quel est le rôle d'un sénateur, quel est le rôle... qui ne maîtrisent pas l'architecture de l'État, qui ne sait même pas que le Cameroun a 10 régions et à quoi renvoient les régions, à quoi renvoient le département. Mais c'est grave, je vous dis. Les gens sont tellement surpris de tout et pour tout. Vous parlez d'un ministre, quelqu'un vous dit que mais c'est qui? Voilà. Vous dites que les gens sont à un niveau où personne ne maîtrise plus rien. Moi je pose des questions. Où est-ce qu'on va avec ce niveau d'ignorance? Moi j'appartiens à une génération où vous devez citer tous les matins le nom de tous les 10 gouverneurs des différentes provinces. À l'époque, on disait, vous levez, le gouverneur de la province du littoral s'appelle le gouverneur de ceci. Vous devez réciter ça, ça devait être connu. Vous devez connaître le nom de votre préfet, le nom du sous-préfet, le nom du commandant de brigade de M. Eric Fopoussi. Voilà. Ça devait être connu. Mais posez la question à le préfet même. Parfois même le sous-préfet, vous arrivez à une cérémonie, c'est quelqu'un qui piétine le sous-préfet. Quand on lui dit voici le sous-préfet, c'est là où il lève le pied et dit que hey, monsieur le sous-préfet, pardonnez-moi. C'est vous le sous-préfet. Quand le type passe, il le regarde en disant que son nom c'est qui? Il s'appelle comment? Donc voyez jusqu'où rien ne dit plus rien à personne. On a perdu, on a enlevé la substantifique moelle. J'écoutais la radio ce matin, bonjour chez vous, et j'ai été scandalisé par Messanga Yamdik qui a passé tout son art, tout l'oratoire, à ne citer que
des spécialistes de la politique française. Il citait avec des noms comme si c'était ses cousins ou ses frères. Et ça m'a scandalisé. Non, ça m'a scandalisé. Nous avons Cheikh Anta Diop à côté, qui a fait beaucoup d'écrits, monsieur Eric Fopoussi. Pourquoi ont-ils besoin de lire les Français? Pourquoi ont-ils besoin de lire les écrivains ou les politiciens? Mais qu'ils s'inspirent de l'Afrique. Je crois que Cheikh Anta Diop, les Aimé Césaire, ils avaient une certaine vision, mais c'est une vision qui aujourd'hui est en train de nous rattraper, monsieur Eric Fopoussi. On s'éloigne, on pense autre, c'est les copier-coller. À l'heure actuelle en France, ils se sont rendus compte que éloigner l'enfant, le nouveau-né, le nourrisson de sa mère à la naissance, n'est pas bien. Parce que ce sont ces premières semaines que l'enfant prend tout. Chez nous, dans nos hôpitaux, lorsque la mère naît, on éloigne la mère du bébé. Donc c'est le contraire de ce qui se passe en Europe qu'on est en train d'appliquer. Mais voyez-vous, on va arriver où avec cela? J'ai été content quand même qu'ils disent qu'il y a des faucons dans ce régime qui se battent pour maintenir en même temps le pouvoir. Et l'État a coutumier l'État et le pouvoir avec le comité, le délégué des communautés. Il a bien cité, j'ai bien écouté M. Eric Fopoussi. Voilà. Pour vous dire que j'ai apprécié à ce niveau. Donc, restons dans le cadre du développement. Le Cameroun ne peut pas avancer parce que si l'éducation est biaisée, M. Eric Fopoussi, on aura de mauvais enseignants, on aura de mauvais docteurs, on aura de mauvais politiciens. On aura de mauvais, monsieur Eric Fopoussi, ingénieurs. Par conséquent, on ne peut pas penser à un développement. On va passer le temps à importer les tracteurs, importer les cure-dents. On va passer le temps à aller se soigner à l'extérieur parce qu'on sait qu'on n'a pas de médecins sur le plan local. On a une mauvaise éducation. On va commencer à bouffer à l'extérieur parce qu'on sait que la nourriture qui nous a donnée, elle est faite par de mauvais intrants, des mauvais intrants agricoles. On n'aura pas la possibilité, monsieur Eric Fopoussi, de consommer de l'eau parce qu'on sait que l'eau a été faite et maltraitée par des mauvais ingénieurs. Raison pour laquelle, quand vous avez ouvert l'eau tout ce week-end, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des petits verres rouges qui tombaient dans l'eau. Est-ce qu'on a mis l'eau? Est-ce qu'on a mis tout ce qu'il fallait ou le sulfure pour pouvoir nettoyer? Non. C'est la raison pour laquelle on va avoir des mauvais politiciens, une mauvaise gouvernance, parce qu'on se retrouve avec des villes qui auront 5, 6, 7 jours sans eau. C'est ça l'éducation. Merci, Chalamel. En tout cas, je corrobore à tout ce que vous dites. Hein. Tout ce que vous dites est tout à fait vrai parce que, et ça m'intéresse sur cette base, en termes d'éducation au Cameroun, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, et c'est malheureux, qui ne savent pas qui est Thomas Sankara. Et moi, sincèrement, je trouve ça tout à fait être une hérésie que des Camerounais, aujourd'hui, ne savent pas qui est Thomas Sankara. Vous le direz ici. Qui ne savent pas qui est Kwame Nkrumah. Qui est Kwame Nkrumah. Qui ne savent pas qui est Patrice Lumumba. C'est Touré. Je veux dire qu'à un moment donné, quand même, dans ce pays, les gens doivent comprendre que, et c'est pourquoi, je comprends pourquoi, il y a ce statu quo hanté. Oui. Pourquoi le pays ne bouge pas? Pourquoi le pays est sclérosé? Et on comprend pourquoi, justement, la grande conscience de citoyens camerounais qui s'opposent sur la diaspora camerounaise à l'Europe, aux États-Unis, qui ont connu là-bas quelque chose de plus grand et qui voient en leur pays un retard terrible. Mais au Cameroun, les Camerounais ont presque acté pour normal qu'on n'ait pas de route. C'est normal. Le Cameroun est un pays qui est encore jeune, encore 50 ans d'indépendance. Après, bon, on peut encore accepter à un moment donné. Il faut qu'on arrête. On va s'arrêter là pour cette collègue de Charles Armel et prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux, Karine. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va commencer par le mouvement d'humeur ou encore le mouvement de colère des avocats. Zéro robe dans les tribunaux et les avocats ont respecté cela. Suspension du port de la robe, non-fréquentation des tribunaux, maintenue contre toute attente. La session extraordinaire du Conseil de l'ordre est convoquée hier, 15 septembre 2019, n'a pas pu donner lieu à la délibération en respect de l'article 11 alinéa 2 du règlement intérieur. En conséquence, la résolution du 31 août 2019 conserve ses pleins et entiers effets. Voilà, donc suspension du port de la robe et non-fréquentation des tribunaux. Les avocats du Cameroun en colère. Ils le font savoir pendant 5 jours, du 16 au 20 septembre, comme vous l'avez dit, Karine Santia. Ce qui est intéressant de dire et de commenter, c'est qu'on voit très bien ces parano-suivistes des faucons qui, comme toujours, se lèvent et traitent les avocats de tous les noms d'oiseaux. J'ai vu quelqu'un appeler les avocats sorciers, qu'ils sont des sorciers et qu'eux, ils veulent déstabiliser le Cameroun, que ça a commencé comme ça avec la crise anglophone et que c'est très dangereux. Ce qui est intéressant quand même à dire, c'est que
Ce qui gêne beaucoup, et j'ai écouté beaucoup d'avocats le dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ce régime, beaucoup de gens qui sont très haut placés, qui vont souffrir de cette grève, entre guillemets, parce qu'ils ont des dossiers devant les tribunaux. Des cas de divorce, des cas de terrain, ils ont beaucoup de dossiers là. Donc ces jours-ci, quand même, ils vont avoir beaucoup de mal à défendre ces dossiers-là. Bon, Obenga. D'abord, c'est une très bonne chose. Il faut, dans des conditions actuelles, il faut mettre le corps social en mouvement. Il faut que les gens expriment ce qui va mal. Il faudrait ramener le gouvernement à créer les perspectives pour les populations. Sinon, justement, ce que les gens pensent que même lorsqu'on a fait la Révolution française, ça n'a pas été pensé quelque part. Hein. Les Français sont arrivés un matin, n'ont pas trouvé le pain. Et ils ont décidé de dire que non, c'est fini. Ils ont dit à l'UCS, c'est terminé. Voilà. Donc, pour certains de ces compatriotes qui voient toujours le coup d'État de tout le monde, tous les Camerounais ne veulent pas être. Et je rappelle que les Français ont décapité leur roi sur la place publique. Hein. Ils ont coupé la tête du roi, de leur roi sur la place publique. C'est pourquoi en France aujourd'hui, il n'y a plus de roi. Oui. Et qui leur dit que tout le monde veut être président de la République? Il n'y en a pas. Ce poste n'intéresse pas les Camerounais. Mais seulement ils ont compris que ce poste chez nous est, par exemple, l'alpha et l'oméga de tout. C'est pour ça qu'ils se tournent vers le président de la République. Et quand certains disent même que malgré, contre toute attente, mais attends, qu'est-ce qu'on a de tout ce que les avocats ont relevé? Qu'est-ce qui leur a déjà été concédé? Rien. Rien du tout. Ce n'est pas parce que la rencontre avec le ministère délégué dernièrement a abouti au fait qu'on leur a permis d'accéder facilement dans les tribunaux, dans les prisons, pour voir ce qui veut dire que non, que c'est résolu. Non, ce n'est pas possible. Il fallait maintenir. Parce que, en fait, pourquoi maintenir la pression? On nous dit le ministère d'État chargé de la justice est en congé. Mais cher ami, on peut rompre les congés. On peut rompre les congés. Bien sûr, c'est un cas. On a vu les présidents, les ministres, on a vu les présidents de la République rompre les congés, rompre des choses pour venir. Macky Sall a rompu une visite d'État en Afrique du Sud parce qu'il y a une inondation, il est rentré dans son pays alors qu'il était en visite d'État. Ouattara aussi a fait beaucoup de gens. Donc, lorsque vous avez donc un type de comportement, pour voir qu'est-ce qui peut amener les avocats à suspendre. Les gens estiment que les avocats exagèrent un peu, qu'il y a eu cette rencontre avec le ministre délégué, même si beaucoup estiment qu'il n'est que ministre délégué. Je trouve quand même pas très respectueux pour lui de dire ça. Ça reste quand même un ministre délégué, c'est pas au rabais qu'on doit le dire. Donc beaucoup estiment qu'il y a eu quand même un pas fait vers l'autre de la part de l'État du Cameroun, de la part du gouvernement, et que les avocats, pour montrer leur bonne foi, devaient au moins suspendre ce mouvement, et que le fait de l'avoir maintenu est une raison de plus pour dire que derrière il y a quelque chose qui se prépare. Alors, sauf que les avocats, eux, estiment qu'il y a eu bien sûr de bonnes intentions, mais que jusqu'à encore vendredi dernier, dans les prisons et partout, il y avait toujours des abus orchestrés. Oui, c'est pour ça qu'il fallait donc poursuivre. Non, moi, je suis sur le fait que toutes les administrations qui devaient être représentées au haut niveau, tous ont envoyé les délégués. Ça, ce n'est pas normal. Des représentants. Oui, des représentants, c'est des délégués. Ils ont délégué le pouvoir. Je dis représentants pour qu'on comprenne. Les délégués vont croire que c'est... Et tous n'étaient pas en congé. Oui. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie n'était pas en congé. Le délégué général de la Sûreté nationale n'était pas en congé. Les deux là n'étaient pas en congé. Pourquoi ne pouvaient-ils pas venir à cette réunion-là? Mais précisément parce que le ministère d'État n'est pas là, ils estiment qu'ils ne peuvent pas être là. Mais le secrétaire d'État en charge de l'administration pénitentiaire était là, enfin. On l'a enfin vu. Oui, mais c'est entre eux, les délégués. Donc lui aussi, les ministères délégués. Il a rang et prérogative des ministères délégués. Oui, tout à fait. Donc en fait, ils ont dit, oui, la hiérarchie, c'est ceux qui ont le même rang qui doivent discuter. À ce moment, réécoutez bien le discours du ministre à un moment. Il dit, je vais transmettre. Je prends l'engagement, je vais transmettre. Et Vous voulez dire qu'on l'a simplifié? Non, c'est ceux qui l'ont envoyé qui lui ont dit, on t'envoie écouter. Ne prends aucune décision.
Ce n'est pas à toi de prendre des décisions. Mais c'était une bonne chose parce que ça commence à l'enlever du chômage. Je pense que c'est le premier travail qu'il commence à faire là. Et ça l'a évité également à faire encore les tweets ou autres, des posts sur l'entrée, oui, pour l'entrée, le concours à l'ENAM. Sinon plus, ça l'a occupé, vous voulez dire. Oui, ça l'a occupé là maintenant. Donc, les avocats doivent maintenir cela. Ça doit, et je dis même tous les corps sociaux devraient le faire. D'accord. Alors, Charles Hamel, vraiment, il y a, je ne sais pas si il y a un poste qui, puisque nous sommes dans la revue des réseaux sociaux, il y a un poste qui est devenu très viral depuis quelques jours. Le poste du professeur Jean Katsi. Vous connaissez le professeur Jean Katsi? Alors, c'est un professeur, professeur agrégé de droit, c'est à l'université de droit là. Pour préciser et qu'on comprenne ce qu'il va dire. Il demande la destitution du bâtonnier. Et quelles sont les raisons qu'il avance, M. Eric Fopoussi? Il a instigé un mouvement. Non, mais s'il est avocat, qu'il aille donc mobiliser deux tiers, qu'il fasse donc mobiliser 2 tiers de l'Assemblée générale des avocats pour mettre en... Qui semble... eux, ils accusent de pour voter une motion de censure à... le barreau du Monsieur Eric Fopoussi, le barreau est politisé depuis des années. Sauf qu'aujourd'hui, on est même en train d'amenuiser, on est en train depuis Kamga, je pense bien, celui qui est Jackson Kamga, on a commencé à résoudre parce que Kamga a résolu beaucoup de problèmes vers la fin avec cette affaire du barreau, des concours de barreau, si vous vous souvenez, M. Eric Fopoussi. Oui. J'estime que ce qui est fait pour vous, contre vous, ou sans vous, est contre et dangereusement ne servira pas à vos intérêts. Pourquoi je le dis? On se rassemble, on dit voici nos problèmes. On n'a pas accès au commissariat. On n'a pas accès aux prisons. On n'a pas accès à certains dossiers. On n'a pas accès, on est méprisé. Parfois même, on est enfermé. Lorsqu'on arrive, on accompagne un client, on est humilié. Il faudrait qu'on résolve ces problèmes. Oui. Sinon, nous marchons. On fait croire encore à ces gens que les choses sont bien. Que les choses, ça va aller, on a pris acte. On va s'asseoir, on continue la même bêtise, M. Eric Fopoussi, qui est celle de prendre un format AK, de donner un secrétaire, bien vouloir adjoindre à M. le délégué général à la Sûreté nationale qu'à partir de cet instant, les accès doivent être donnés comme instruction. Prenez cela comme instruction pour que les avocats aient accès à leurs clients. Il faut qu'on envoie le courrier. Vous savez ce que c'est un courrier au Cameroun? Un courrier à quelle valeur? Si l'instruction ne vient pas du chef de l'État, si l'instruction ne vient pas de la personne la plus autorisée, à quoi sert un courrier? Les avocats ont compris qu'à là, il y avait un jeu. Et ils voulaient affronter de visu les principaux acteurs pour poser leurs différentes doléances en disant plusieurs fois, monsieur le délégué général de la Sûreté nationale, nous sommes venus, nous avons été dans tel commissariat. On a des avocats même qui sont allés sur certains plateaux de télévision à dénoncer certains commandants de brigade et certains commissaires ou dans leur commissariat. C'est littéralement impossible pour un avocat d'ouvrir la bouche, sinon vous retrouvez derrière. Des sanctions devaient suivre, monsieur le Fopoussi. Mais on s'est contenté de les écouter, on les a laissés aller. Connaissant qu'on joue sur la règle du quorum, on a convoqué pour dire, nous aussi, on vous démontre qu'on a la bonne foi. On convoque. Mais est-ce que de fil en aiguille, des coups de fil se sont passés pour dire, il ne faut pas qu'on atteigne? D'accord, très bien. Alors, non, je veux juste te dire quand même que dans ce pays, qu'on arrête de faire comme si, lorsque une corporation se lève pour faire des revendications, c'est forcément politique. Qu'on arrête ça. On voit des syndicats sous d'autres cieux qui, on va dire, paralysent le pays pour des revendications. Je rappelle d'ailleurs qu'en France, les Gilets jaunes viennent du fait qu'on a créé une taxe carbone là-bas en France, Macron, sur le carburant, et les gens ont dit non, on ne peut pas supporter cette taxe carbone, et sont mis dans la rue, ça crée les Gilets jaunes. Donc on arrête un peu dans ce pays de tout ramener, de faire comme si faire une revendication est politique, et comme se fait de la politique est péjoratif. Donc on arrête un peu ça. Et ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant, les avocats l'ont dit, c'est que on parle de 100 millions qu'on va leur octroyer comme étant une faveur qu'on va leur faire. Attention, on voit bien ailleurs comment ça se passe.
dans ce pays, ils ont dit et les qu'ils avocats, sont allés chercher l'argent. Puisqu'ils parlent de l'aménagement des salles des avocats dans les tribunaux, les avocats se plaignent qu'il n'y a pas de salle des avocats aménagées dans les tribunaux au Cameroun. Voilà. C'est quand même grave qu'il n'y a pas de salle aménagée dans les prisons pour qu'ils reçoivent leurs clients lorsqu'ils vont en prison les écouter, mais c'est extrêmement grave. On voit ailleurs, même dans les films, quand un avocat arrive là, il y a une salle qui est préparé, où il a le temps de s'asseoir et de discuter, d'échanger avec le client, en toute discrétion. Mais les avocats se plaignent qu'au Cameroun, ce dispositif n'est pas mis en place. Donc ça pose un réel problème. Dominique Audrey. Il fallait s'y attendre à ça, parce que la rencontre avec M. Momo avait un parfum de... allez, vas-y, écoute-les, après, ils vont rien faire, il suffit juste que tu ailles te présenter et après ils vont se calmer et ça va passer comme d'habitude. Oh que non. C'est entre vous, les confrères. Là. Oui, voilà. La revendication des avocats aujourd'hui touche n'importe quel citoyen. On devrait, comme j'ai dit la dernière fois, on devait être, ça doit être fédérer les masses, parce que n'importe qui peut se retrouver en prison et avoir un avocat qui vient vous voir et il se retrouve molesté, froissé. Donc moi je suis d'accord qu'ils fassent leur mouvement, qu'ils lèvent leur robe et qu'on trouve des mesures pour pallier à tous les manquements qu'ils ont cités, auxquels on ne pourra pas s'en sortir. Ok, un mot également en demander au professeur Ngassi de dire la même chose quand les enseignants du supérieur vont entrer en grève. Oui, quand ils réclament souvent leur prime de recherche. Voilà. Oui, demander au président du CNES de leur dire qu'il ne faut pas qu'il soit... Oui, un commentaire, Karine. Moi, je dis que voilà pourquoi il est normal de laisser chaque secteur d'activité aux acteurs la gestion. C'est pourquoi vous voyez que dans l'ordre des avocats du Cameroun, il y a de l'ordre en fait. Tout le monde va respecter le mot. Mais si vous le dites comme ça, on va dire non, vous êtes des opposants, vous êtes montés, vous êtes descendus. Mais la vérité, elle est là, elle est bien là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les journalistes au Cameroun aimeraient bien avoir aussi cette autonomie dans la gestion de leurs propres affaires. On va tout de suite basculer sur le dernier sujet de votre revue ce matin. Les salariés de Camerco exigent le paiement sans condition de leur salaire des mois de juillet, août et septembre 2019 en cours. Ces derniers rassurent qu'il est évident que sans rémunération, le personnel ne peut assumer la sécurité des vols. D'après une correspondance du syndicat des employés salariés de l'entreprise aérienne camerounaise, les travailleurs de Camerco, malgré leur dévotion exemplaire, sont physiquement, moralement et psychologiquement diminués et représentent plutôt involontairement un danger pour leur exploitation, ce qui constitue une entrave flagrante et violente à la sécurité des passagers. Voilà. En tout cas, chaque fois qu'on croit être sorti de l'auberge dans ce pays, il y a toujours quelque chose qui vient nous rappeler à l'ordre du désordre de ce Cameroun. Nous croyons être sortis de l'affaire Camerco, avec, semble-t-il, à l'époque, un rapprochement entre le DG et son PCA. Voilà que les employés se plaignent de ce que les salaires sont impayés et que, évidemment, ça pourrait conduire à l'insécurité des passagers. Là, et l'angle d'attaque est original. Ils vous disent, ok, vous ne nous payez pas, mais sachez que dans les vols que nous sommes censés assurer, il peut y avoir un souci de sécurité parce que ventre affamé n'a point de vigilance. Bombok. Oui, moi je pense que c'est un très bon message. Quand vous dites aux gens, nous allons prendre les airs, mais comme moi je sais que je n'ai pas mangé depuis le mois de juillet, bêta, on meurt ensemble. Donc c'est ça. Et là vous allez réfléchir. Non, mais c'est quand même fou ce pays. Hein? Voilà. On en rit, mais c'est une honte. Mais là. Autre chose, moi je ne pense pas qu'il y a eu accalmie entre le ministre, le PCA, ministre des Transports et le DG. Non. Il n'y a pas, ce n'est pas ça. Je crois plutôt que les réseaux à la présidence et ailleurs se sont neutralisés. Se sont neutralisés. On a dit au DG, on aurait dit au DG, tu sais, attends un peu, nous n'avons pas encore débloqué de l'argent. Si vous venez le faire ici, ça risque de. Effectivement, c'est ça qui aboutit maintenant. Il a levé le pied, ses soutiens lui ont dit, bon, faut calmer. Et effectivement, ils avaient raison. Parce que imaginez qu'on ait maintenu ces nominations-là avec ce qui arrivait comme climat social désastreux au sein de l'entreprise, doublé
des arriérés de salaire. Camerco, quand même, c'est pas n'importe quoi. Camerco, que des gens se plaignent. Lorsque Ahidjo passe le pouvoir à son premier ministre, il lui donne 3 recommandations principales, d'après certaines sources. Il lui dit, les Chinois ne sont pas nos ennemis. Dans la crise anglophone, inspire-toi davantage des ressortissants du Nord-Ouest. Et il ne faut jamais que la Camer disparaisse. Voilà les anciens doutes. Maintenant, c'est pour ça qu'on maintient la Camer en perfusion, mais en disant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que le propriétaire de l'entreprise lui-même n'a pas une bonne orientation de l'entreprise. Donc, on maintient Camerco comme ça parce que... Mais est-ce que c'est normal qu'on continue à laisser des avions décoller avec des employés à l'intérieur qui ont faim? Moi, je dis sincèrement, l'IATA, l'autorité aéronautique, doit évidemment prendre, prendre cette affaire au sérieux. Ça peut sembler comme de l'amalgame, mais on peut se permettre cette extrapolation-là. Pour reprendre les propos de Babi Sakana, c'est l'entrepreneur en chef du Cameroun qui n'arrive plus à, j'allais dire, à bien élaborer ses stratégies de développement de l'entreprise Cameroun. Donc, en fait, il faut poser le problème du sommet de l'État. Que veut le propriétaire de l'entreprise? Il ne donne aucune orientation plus précise. Voilà. Parce qu'il me souvient un crash qu'il y avait eu entre l'Espagne, c'était à Barcelone, un avion américain, quelque chose comme ça, qui était de la Lufthansa. C'est Lufthansa? Lufthansa. Oui, qui était de Barcelone pour Düsseldorf en Allemagne. À l'intérieur, il y avait un pilote qui avait des problèmes, on va dire, psychologiques, et il avait choisi d'aller piquer l'avion lui-même avec près de 200 passagers à bord. Là, et à l'époque, il y avait eu des investigations qui avaient conduit à ce qu'on dise que ce pilote-là n'était pas en possession d'être copilote. Il était copilote, même pas pilote, il était copilote. Donc, le gars avait fait... C'est terrible, ça fait rire, mais après c'est ce que je vous ai dit là. Quelqu'un peut décider comme ça, monsieur Fopousi. Oui, le gars avait enfermé le pilote principal hors du cockpit et avait pris les commandes de l'avion pour aller faire cracher l'avion volontairement. Donc imaginez, et à l'époque, la question de la psychologie de ces personnes avait été posée. Est-ce que ceux qui sont les hôtesses, les pilotes qui montent là, sont psychologiquement, on va dire, équilibrés pour faire décoller les avions de Camerco, Chalamet? Monsieur Arifop aussi, de la même manière qu'on laisse des vieillards au volant des taxis, parfois vous voyez un père, il est là comme s'il ouvre les yeux. Il te dit, je suis un ancien de la société. Il dit, les yeux sont un ancien de la société. Il s'agrippe sur le taxi, pour vous voulez. Ne voyez pas seulement les gars, vous voyez aussi ici à côté. Vous me rappelez justement un de ces taximans ils sont nombreux. Qui m'avait transporté comme ça à mes pandas, arrivé à double balle, il a raté le virage. Voilà. Ils sont brûlés. Oui, voilà. Parfois vous les voyez comme ça, on fait 10 minutes d'embouteillage, il dort. Le père il dit oui ça va, j'ai 30 ans de conduite de mon fils. Donc c'est pour dire, monsieur, il faut aussi que de la même manière que nous avons des gens qui souffrent de Camerco, de la même manière vous avez des épileptiques qu'on voit au volant des transports, des gros porteurs. Des gros porteurs. On a eu cela il y a 2 semaines, monsieur Rifopoussi. Un chauffeur qui avait l'épilepsie, là il a eu une crise d'épilepsie, monsieur Rifopoussi. En plein... Ah oui, je vous le dis, monsieur Rifopoussi. Je ne suis pas médecin, j'aurais donné... nous, on a constaté que c'était un cas d'épilepsie. On a constaté que c'était un cas d'épilepsie. Mais on nous a fait comprendre que son médecin qui le suit, ce n'était pas ça. Bon, je ne peux pas me prononcer dans tous les cas, monsieur Rifopoussi. Est-ce que, de la même manière, on prend la peine d'évaluer psychologiquement ceux qui tiennent le volant? Vous avez des bensikineurs, je vais vous dire, est-ce qu'il est permis à des bensikineurs albinos, des personnes albinos, de pouvoir conduire la moto, faire un certain type? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais nous sommes dans un pays où, pardonnez-moi, on a écarté la norme et normalisé l'écart pour parler clairement et dire que de la même manière que ces gars ont fait, je pense que je suis d'accord avec Bobo qu'ils aient employé cette expression. Ils devraient même dire que on jeûne un peu plus, ça fait un peu trop, notre jeûne a trop duré. À l'heure actuelle, on a perdu les forces.
on ne peut plus convoyer véritablement les différents passagers. Camerco, c'est trop de crédit, M. Rifobosi. Camerco, c'est un œil posé par la présidence de la République, c'est un œil posé par les faucons du régime à travers cette obésité en termes de personnel. Il y a trop, masse salariale est énorme. Il faut réduire. Mais vous allez enlever le frère de qui? Vous allez enlever le cousin de qui? Vous allez enlever la petite soeur de qui? Vous allez enlever la tante de qui? Voilà les questions qu'il faut répondre pour vous retrouver là. Chaque directeur qui arrive avec ses gens. Il ajoute parce que lui c'est un gars capé, c'est un gars à côté. Lorsqu'il part, il dit au gars grippez-vous, chacun tient X ou Y dossier. Voilà là où on se retrouve. C'est encore une autre guerre dans laquelle on est en train d'aller. On va payer certainement. Les salaires vont être payés, rassurez-vous. Les salaires vont être payés dans un délai, mais ce n'est que 3 ou 4 mois. Ils vont encore se remplir les poches et après on reviendra dans le bis repetita. Vivement que ce dialogue, si on parle de dialogue véritable, que ce dialogue ne laisse aucun secteur, M. Rifobosi. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui, lorsqu'elles aussi prennent le micro, comme l'a dit Karim pour s'exprimer, ça veut le ventre vide. Il faudrait véritablement qu'on essaye. Il y aura 6 jours de dialogue. Hein. C'est petit, la tripartite a fait combien? La tripartite, c'est 7 jours. En fait, pour ce type de dialogue, il faut 6 mois. 6 mois, monsieur. Du 29 septembre au 4 octobre. On va bâcler. C'est 6 mois, on va bâcler. C'est un débat, Charles Amel. On va te faire un débat. Dominique Audrey. J'ai une question. Je crois qu'il y a quelques semaines, on parlait d'un recrutement de certaines personnes. Mais bien sûr, la feuille du DG du PCA. Et ces gens-là devaient être payés comment? Les nouvelles recrues là. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont le mauvais cœur comme ça dans le pays ici. Voilà les rentrées. Les gens ont leurs enfants, ils doivent envoyer leurs enfants à l'école. Nous sommes en septembre, vous ne les payez pas. Les gens doivent payer les loyers, ils doivent manger, les cas de santé. Ce n'est pas normal. Pour moi, ils ne devraient même pas monter dans les airs. Tout le monde reste à terre. On vous enferme même dans l'aéroport là. Vous sortez les salaires des gens. C'est pas possible. Tous les jours, on se plaint. Tous les jours. Non, mais attendez. Attendez, je crois que ce sont les gens comme ça qui incitent les gens à la révolte. Hein. Je vous assure que s'il y avait 10 Oyengelek dans ce Cameroun, ah non. Les avocats sont là. Non, mais les parano-suivistes vont vous dire que les parano-suivistes des faucons vous diront que vous essayez de déstabiliser le Cameroun. Ouais, ça c'est le mot de passe. Nous sommes clairement dans un contexte où quand même on en arrive à des personnes qui commencent à menacer pour la sécurité des vols de Camerco, dans un contexte de concurrence exacerbée d'une grande concurrence. Camerco est actuellement en train de subir et de perdre des parts de marché énormes suite à tous ces atermoiements. Merci Karine. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite basculer au plateau B. Mais avant, en 1995, avec la Maison du Plombier. Alors, mon très cher Consul Lamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, bonjour à tous les clients de la Maison du Plombier. Cette maison-là qui est devenue un véritable carrefour des achats en matière de plomberie. Ah ben oui, et à tous ces clients, je leur dis merci, mais alors 1000 fois merci d'avoir choisi cette maison qui vous permet depuis pratiquement 25 ans d'acheter la qualité en matière de plomberie, que ce soit des sanitaires, que ce soit bien sûr la colle PVC, que ce soit les tuyaux PVC, vous avez le meilleur matériel de plomberie à la Maison du Plombier. Et ce matin, je viens encore avec cette promotion qui vous permet d'acheter des lavabos, d'acheter des WC, d'acheter la colle PVC, d'acheter des colonnes de douche, d'acheter la robinetterie du côté bien sûr de la Maison du Plombier. Avant bien sûr de parler vente, avant de parler prix, je tiens d'abord à rappeler à tous nos téléspectateurs que la Maison du Plombier, c'est 11 agences au Cameroun. On a bien sûr 4 agences à Douala, Bonamoussadi, Aqua, Bepanda et Ancien 3e. Du côté bien sûr de Yaoundé, nous sommes au quartier Ekounou, nous sommes en Vambi, nous sommes à Mokolo, nous sommes à Lonkak, avec également des agences à Bamenda, à Kribi et à Boya. Et ceux qui nous regardent hors de ces différentes villes et qui ont besoin de commander, que ce soit la colle PVC, que ce soit le lavabo, que ce soit le WC, que ce soit la colonne de douche, il est question d'appeler directement les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran et de passer votre commande. Je rappelle que le stock, il est très très limité. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent, bien entendu, votre lavabo plus colonne de douche. Je rappelle, il est neuf, il est dans le carton, il est avec garantie. Vous l'avez à 16 000 francs.
c'est un sanitaire comme celui-là du côté de la maison du plombier. Je rappelle que le lavabo est ce sanitaire qui vous permet de laver des mains. Et ce sanitaire qu'on met à la douche, on peut également le placer dans un coin de la maison. Nos amis qui ont des restaurants, nos amis qui ont des bars, nos amis qui ont des snacks, c'est un sanitaire de qualité supérieure et vous l'avez en ce moment à la maison du plombier, dans toutes les agences du Cameroun, à 16 000 francs. Oh là 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 là. Je rappelle, c'est un lavabo plus la colonne de douche accompagnée, bien entendu, d'un porte-savon en porcelaine à 16 000. À côté, bien sûr, du lavabo, vous avez également, c'est-à-dire cet accessoire, ce sanitaire, à savoir la colonne de douche. Elle est en plastique, elle est rigide, elle est tellement stylée. Vous l'avez à 2500 francs. Cette magnifique colonne de douche rigide en tuyau plastique. Je rappelle à 2500 francs. Alors à présent, nous allons bien sûr attirer l'attention de nos amis plombiers, de nos amis techniciens, des revendeurs et même des particuliers qui ont besoin d'une colle PVC. Alors je vous conseille ce matin la colle PVC pression de marque Sifcol. Cette marque mondialement reconnue, vous l'avez à 4000 francs du côté de la maison du plombier. Pour ce qui est de la contenance de 500 grammes, la contenance d'1 kilogramme, vous l'avez à 7000 francs à la maison du plombier. Une colle, bien entendu, de qualité supérieure. Une colle qui adhère très bien. Une colle qui ne sature pas votre PVC. Vous l'avez à partir de 1500 francs pour la contenance de 125 grammes. C'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous les revendeurs, d'attirer l'attention de tous ceux-là qui ont besoin d'une colle et pas n'importe laquelle, la colle PVC de marque Sifcol. Vous l'avez bien entendu à partir de 1500 francs à la maison du plombier et nulle part ailleurs. Alors je tiens à rappeler à tous nos téléspectateurs, acheter sanitaire c'est bien, acheter une colle PVC c'est bien, mais l'acheter à la maison du plombier c'est encore mieux. La qualité est rien que la qualité. Depuis 25 ans, des lavabos, des colonnes de douche, des WC, des robinets, tous ces articles-là, vous les avez chez nous à petit prix. Et ce matin, un instant, s'il vous plaît. Alors ici, j'ai 2 supports PVC. Et ces supports PVC sont liés par la colle Sifcol. Merci beaucoup et rendez-vous à la maison du plombier. Le temps est totalement écoulé, mon très cher Constil Ami. Madame, monsieur, merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Je rappelle que nous continuons cette émission ce matin avec interpellation. On va regarder l'élément de notre compatriote et ensuite nous reviendrons commenter sur ce plateau. À tout de suite. De développement pour le pays, d'aménager la route du pays. Comme nous sommes en face de Socaver comme ça, hein, voilà la route de l'hôpital général. On ne parvient pas à sauver un malade. Hein? On ne parvient pas à sauver un malade. Il vaudrait mieux qu'on arrange cette route. Et après ça, là, on quitte pour la Moussadi. La route de Bissogué, là, c'est toujours la même chose. Rond-Poulet, c'est pas arrangé. Ça gâte la route de l'hôpital. À réagir. Nous sommes en fan d'Obo. Voilà la route de l'hôpital général, qui lie à l'hôpital général, qui n'est pas pour sauver les malades. Hein? C'est pas arrangé. Deuxième point, la route de l'hôpital de Rond-Poulin n'est pas arrangée. Et aussi la route de Cité de Palmier, ce n'est pas arrangé. C'est point bas. Il faut qu'on arrange tout ça là pour sauver les malades pour le point des hôpitaux. Oui, je pense que nous avons été très actifs sur ce terrain-là. Il y a quelques jours encore, il y a une semaine ou deux, nous relayons sur cette émission en tout début à l'introduction les lettres de Paul Mayel adressées aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. D'ailleurs, ces lettres-là, ces missives ont été très appréciées de nos téléspectateurs. Malheureusement, rien n'a bougé, où il y a eu juste un frémissement parce que je dois également dire qu'on a essayé de faire un petit travail entre Total Cour suprême jusqu'à Carrefour La Conquête, Makepe, juste devant l'hôpital général de Douala. Ce n'est pas encore vraiment ça, mais on va dire que c'est un bon début. Alors bon, ben, quand même, la Socaver reste toujours dans son état. Donc bon, totalement
totalement HS. Makepe Misoke, Carrefour Rampoula, c'est grave. C'est là un élément important qui peut nous amener à la suppression de postes de délégués de gouvernement dans notre organisation administrative. Oui, il faut l'exiger. Il sert à quoi? Et surtout, celui de Douala, il vous dit, comme au quartier, dites votre part là-bas, c'est pour vous là-bas. Voilà, quand il licencie les délégués de personnel, les 10 délégués de personnel gagnent le procès, en moyennant des astreintes par rapport au jour de retard, il dit « je ne vous paye pas », comme si c'était son argent. C'est-à-dire, quelqu'un piétine la loi royalement, il vous dit « faites ce que vous voulez, allez au diable ». C'est ça, quand vous le dites donc, lorsqu'il s'agit de la loi, à plus forte raison, il vous dit « est-ce que j'ai un contrat avec vous? Voilà. Je n'ai pas prêté serment. C'est lui qui m'a nommé, c'est pourquoi il m'a nommé. » Bon, allons donc dire comme ça que celui qui l'a nommé lui a dit va appauvrir les populations de Douala ou alors va rendre invivables les habitants de Douala, comme disait renoncé Charles Lamel tout à l'heure dans sa chronique. Paul Maël disait ici que peut-être on parle comme ça, que il a été nommé pour gâter Douala. Pour gâter Douala, absolument. Parce que, entre guillemets. Oui, si on veut rester un tout petit peu logique, dans le raisonnement où eux-mêmes ils disent qu'on veut porter le peuple vers son épanouissement, on ne peut pas comprendre que les voies d'accès au centre hospitalier soient dans cet état de dégradation avancée. Ça, on ne peut pas comprendre. Donc lui-même, médecin de son état, quand il veut aller à l'hôpital, bon, il vous dira, moi je ne vais même pas à l'hôpital général, l'avion, l'aéroport est accessible, je peux aller à une évacuation sanitaire n'importe où. Ok, merci. Merci beaucoup, Bombok Bengan, merci infiniment. Alors, on va tout de suite prendre ISPA. ISPA, oui. De demain. Nous parlons ce matin de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins, ISPA, et pour en parler, Concy Lamine. Rebonjour et présentez-nous l'ISPA. Alors, rebonjour Eric, rebonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, rebonjour à tous ses parents et à ses parents, je dois dire merci beaucoup. Alors, juste après la communication de vendredi dernier, ils étaient très nombreux à se rendre du côté du quartier Kamkana, c'est à Yaoundé, en face de l'immeuble Macabo, bel et bien du côté de l'ISPA pour prendre des informations et ses parents ont pu apprécier la qualité des bâtiments, ils ont pu apprécier la qualité des laboratoires, ils ont bien entendu également touché du doigt les réalités de cette école supérieure. Alors, parlant bien sûr de la présentation, il faut rappeler que l'Institut supérieur universitaire bilingue, les Armandins, placé sous la tutelle académique de l'université de Ngaoundéré et les universités partenaires sur le plan international, est une école supérieure qui offre les formations à fort potentiel d'emploi, des formations qui vous permettront d'intégrer directement le monde de l'emploi en cycle BTS, HND, licence et master professionnel. Je rappelle que c'est des cours, bien entendu, entièrement bilingues, en cours du jour et cours du soir. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Yaoundé, au quartier Kamkana, en face de l'immeuble Macabo. Oui, de ce côté-là, c'est une formation de qualité, accompagnée bien sûr par tout ce qui a comme avantage sur le plan académique. Alors, quels sont les différents cycles de formation et les filières disponibles à l'ISPA? Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, je vais encore le rappeler pour nos téléspectateurs, l'ISPA met à la disposition de tous ses apprenants plusieurs cycles de formation en cours du jour et cours du soir. On a bien entendu le cycle HND, BTS, licence professionnelle et master. Voilà, donc les différents cycles de formation que vous retrouverez à l'ISPA. Parlant bien sûr des filières de formation, on a au total 9 filières de formation avec plusieurs spécialités. Et ce matin, je citerai par exemple la filière banque et finance. Oui, pour ceux qui veulent devenir des véritables financiers, des véritables banquiers, c'est l'occasion d'aller vous inscrire du côté de l'ISPA. On a également cette filière qui vous permet de maîtriser la vente, de toucher du doigt le côté commercial, la filière commerce-vente qui est l'une des filières prisées de Concy Lamine. On a également des filières, c'est-à-dire des filières médicales, des filières qui ont trait au secrétariat, génie informatique, génie logiciel. Toutes ces filières-là sont en présentation facile et intégrale du côté bien sûr de l'Institut
l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Arts Mandants. Je rappelle, toujours en plein cœur de Yaoundé, en face le quartier, en face de Makabo, au quartier Kamkana. Alors, pourquoi choisir l'ISPA? Alors, pourquoi choisir cette école supérieure? C'est une très bonne question, Eric. Oui. Alors, je le dis toujours dans cette émission, il y a plusieurs écoles supérieures à Yaoundé. Il y a de très bonnes écoles supérieures à Yaoundé, il faut le reconnaître. Mais l'ISPA fait partie également de ces grandes écoles supérieures du côté de Yaoundé. Choisir une école supérieure, c'est bien après son baccalauréat. Mais choisir l'Institut supérieur universitaire bilingue, les Arts Mandants ISPA, c'est encore mieux. De ce côté-là, vous avez non seulement la possibilité de pouvoir de temps en temps être en stage pendant que vous fréquentez. Oui, c'est-à-dire pendant les 9 mois de cours, l'élève a la possibilité d'être de temps en temps en stage selon son programme grâce à nos entreprises partenaires. Une autre particularité, c'est que l'ISPA met à la disposition de tous ses apprenants des stages académiques. Là, c'est très important. On a l'habitude de voir des étudiants, vous payez non seulement assez d'argent, mais vous avez du mal à obtenir un stage académique. À l'ISPA, les stages académiques sont garantis. On a des laboratoires équipés, des enseignants qualifiés et bien entendu, la grande cerise sur le gâteau, c'est que le coût de la pension à l'Institut supérieur ISPA est à la portée de tous les apprenants et vous avez la possibilité de faire des paiements par tranche. Alors, il reste tout simplement à tous ceux qui nous regardent ce matin de prendre le numéro de la direction et d'appeler cette école supérieure. Merci beaucoup et rendez-vous à l'ISPA. Merci, Constilamine. Alors, Karine, on va se retourner vers vous pour lire quelques messages avant la fin de cette émission. Ce pays ne va pas bien que les dirigeants s'arrêtent et marquent un temps se regardant et se regardent dans un miroir au lit de Yaoundé, qui écrit ce matin. C'est important de barrer la voie à ce que Jean-Robert Wafo du SDF appelle les parano-suivistes des faucons. Voilà, c'est un terme qui est rentré dans le jargon politique grâce à Jean-Robert Wafo. Il parle des parano-suivistes des faucons, justement. Oui. La normale est la norme au Cameroun, pays où il est normal de bâcher à la cabine d'un taxi, pays où tu fais un concours et si tu échoues sans avoir donné un dessous de table, ton propre entourage te demande à quoi tu t'attendais si tu ne corromps pas. Nous savons tous. Un autre message à l'instant. Alors, le Camerounais a faim. Ça sert donc à quoi de chercher à connaître le nom d'un préfet? Par contre, c'est une évidence pour vous en tant que journaliste. Non, mais justement, c'est où on se trompe. Parce que, Chalamel l'a dit, ce qui rentre par la tête sort par les muscles. Ça commence d'abord par une richesse. Vous savez, la richesse est d'abord spirituelle, est d'abord intellectuelle. C'est d'abord dans l'esprit que vous concevez tout ce que vous voulez. Lorsque vous êtes dans un état justement de végétation, lorsque vous vous considérez comme une plante, vous végétez justement. Il faut se considérer comme être humain. Vous avez la maîtrise comme un citoyen. Voilà. Le citoyen, vous dites que même au champ, lorsque vous allez trouver l'exploitant forestier qui va dévaliser la forêt, il peut même traverser votre champ. La personnalité indique que c'est le préfet. Voilà. Donc vous devez le connaître. C'est pour cette raison que leurs installations sont officielles et publiques. Et même que le sous-préfet est le président de la commission de délivrance du titre foncier. Vous avez des problèmes de titre foncier. Un milliardaire arrive là, va s'accaparer des terres. Vous irez où? Comment? Vous ne savez pas l'église qu'on ira prier pour résoudre ça. Et pourtant, vous connaissez bien le nom de votre pasteur. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand même, soyons sérieux. Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit pour demander comment il peut faire pour avoir accès à des avocats qui l'aideront à sortir d'une situation où il subit une escroquerie foncière. Puisque cela fait suite à l'histoire de ce matin. Oui, voilà par exemple un cas. Parce que les gens se font arnaquer parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de certains éléments qui sont du B à bas. Je veux dire que là, quand vous connaissez ce que Thomas Sankara a dit, vous êtes plus armé à faire face aux injustices, aux politiques qui ne marchent pas. Parce que Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il préfère de l'eau potable pour tout le monde que du champagne pour quelques-uns. Lorsqu'on sait quel a été le combat, quelle a été la ligne directrice
d'un monsieur comme Thomas Sankara, on est plus à même à apprécier les effets d'annonce des hommes politiques. Lorsque le président parle, on est plus à même à savoir dans ce qu'il dit, ce qui fait partie du réalisable ou ce qui fait partie de la fabulation. Donc il y a des choses qu'il faut savoir lorsqu'on est citoyen pour pouvoir bien sûr avoir des réponses concrètes face à nos politiques. Oui, allez-y, Karine. Oui. L'éducation est faite de telle façon qu'on soit dans cette situation pendant très longtemps. Les jeunes volent, boivent et se droguent parce que le système fait tout pour rapprocher la jeunesse de ces fléaux et les maintenir dans cette spirale démoniaque et les bloque les réflexions essentielles à leur développement et épanouissement. Thierry Ayaoundé qui écrit ce matin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va simplement dire aux Camerounais qui nous regardent maintenant de faire tout pour nourrir leur esprit de citoyens. La suite viendra seule. Hein. La nutrition du corps viendra à la suite de la nutrition de l'esprit. Merci à tout le monde sur ce plateau. Merci à toutes nos équipes techniques. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h, madame, monsieur. Que Dieu bénisse le Cameroun.